Salut à tout le monde. Vieux Mouf, je te vois. Hugo Lamy, je te vois. Salut Nas. Alors, salut coach. Steph. Juste j'épingle le sujet, le temps qu'on commence, tranquillement, on va commencer, ouais, je vais attendre juste qu'un mec arrive. Hop. Pour le temps qu'on se mette en place, ouais, je voulais juste aussi voilà, vous dire que j'espère que vous allez bien, que par rapport au froid, tout le monde se couvre bien et fait attention. Une grosse pensée aussi aux SDF qui ont pas forcément de toit au-dessus de leur tête. Franchement, j'invite tout le monde, à tous ceux qui peuvent aider, à se rapprocher, d'aller voir les associations. Il y en a plein qui les aident. Parce que voilà, ça doit pas être facile. Nous, déjà, dans des maisons, c'est compliqué. Donc, franchement, j'invite tout le monde à se rapprocher des associations et de voir un peu si on peut donner des couettes, des trucs. Tu vois. Donc, en attendant que. Ça va? En attendant que mon invité il arrive, j'espère que tout le monde va bien. Ouais, dans cette période, c'est très compliqué. Et nous, on s'en rend peut-être pas compte des fois, tu vois. Mais j'attends juste que monsieur arrive et après on est parti. J'espère que tout le monde va bien. Il est où, Oxman? Hop, je le récupère. Boum. Salut, on est sur Joe Kerry James ce soir. Merci à tous ceux qui se connectent. Salut à tout le monde, salut à tout le monde. Ah ouais, Ouais, par contre, je te vois pas là. tu me vois pas encore? Moi, nous, on te voit. Enfin, moi, je te vois. Je sais pas Moi, si je les te vois autres me pas. voient. Mais pour l'instant, ta caméra, elle est tournée du sens horizontal. Il faudrait que tu la mettes un peu plus de côté. Ah, Là, tu me vois ou pas pour l'instant? attends. Non, je te vois pas. Tu veux que je te, Ah, attends, là, c'est bon. Attends. Ouais, là, c'est bon. Toi, tu me vois, toi? Ouais, moi, je te vois. Toi, tu te vois ou pas? Non, je te vois pas, là, c'est noir. Attends, je vais te récupérer. À tout de suite. Ouais, vas-y. Désolé, on prend un peu de temps, mais après, ça va partir très vite. Where are you? You're here. Hop. Mon ingé son est dans la maison. Mon ingé son, j'ai, euh, j'ai besoin de toi comme d'habitude. Salut Steph, j'espère que tu vas bien. Merci, bonjour à tous ceux qui arrivent. Enfin, bonsoir à tous ceux qui arrivent justement. Salut Yanis, je te vois. 7, je te vois. C'est bon ou pas? Ouais, attends, je la place juste la caméra là. Là, c'est. Ah ouais, je suis obligé de la mettre horizontale. Ouais, c'est mieux. Ah, Parce qu'après, les gens ils vont te regarder comme ça, t'as capté? ah ouais, alors attends. Faut que je la place bien. Ouais, c'est bon là. Tu me vois là? Je te vois très bien, frérot. Ouais. Très bien, parfait. Alors, Mamad, déjà, voilà, je voulais te remercier d'avoir accepté l'invitation, Pas de souci, avec plaisir. vraiment. Parce que, voilà, t'étais pas forcément obligé. Tu as répondu très vite présent à la convoque et c'est top. Je te présente un petit peu le concept. Nous, on parle de foot, tu vois. On essaie de faire passer tous les acteurs du football, tu vois. Il y a beaucoup de bons jours qui arrivent, hein. Il y a beaucoup de bons jours qui arrivent pour toi. On essaie de Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Ouais, c'est ça. Bonsoir à tout le monde aussi. Et on essaie de passer plein d'acteurs du foot, en fait. Que ce soit des joueurs, des joueuses, des entraîneurs, des éducateurs. Voilà, aujourd'hui, on parle de plein de domaines qui sont sur le football. Et voilà, on a 3 règles. Généralement, tu vas voir que quand tu vas dire quelque chose d'intéressant ou quand moi, on va dire des choses qui sont drôles, marrantes, choquantes ou tout ça, les gens, ils vont sortir les pop-corns. Généralement, la communauté, ils sortent les pop-corns à ce moment-là. Ouais.
Et c'est le moment popcorn, on appelle ça. Et après, tu as deux règles qui sont imparties pour toi. Il est là, tu vois, Quentin, il a mis les popcorn maintenant, là, c'est pour te montrer. Et il y a deux règles qui sont imparties à ta personne, à toi. C'est quand c'est des bonnes choses, maman, tu peux dire tous les noms que tu veux. Tu sors D'accord. les noms, tu dis tout ce que tu veux. Mais par contre, quand c'est des choses un peu plus compliquées, on n'a pas besoin des noms. On veut la situation et on veut savoir surtout Hmm. comment tu es sorti de cette situation. Tu vois? Donc, c'est les deux seules règles que j'ai sur mon live. Et la première question que je pose à tous les intervenants, et que je vais te poser à toi, tu ne vas pas y échapper, qu'est-ce qui t'a amené au football? Comment Mamad, il a aimé, il a joué au football? Bah, qu'est-ce qui m'a amené dans le football? Bah, c'est le football, hein. C'est le football. En fait, moi, j'ai commencé tard le foot. Moi, j'ai commencé, les gens ils vont être choqués, j'ai commencé en faisant du volleyball carrément. Ouais. J'ai commencé en faisant du volleyball. D'ailleurs, j'ai été champion de Seine-et-Marne au volleyball. En fait, tu connais le volleyball. En fait, il y avait un gymnase à côté de chez moi, pas loin, à 5 minutes. Le volley, c'est en salle, tu te salis pas. Ma mère, elle a pas pris c'est pas pris la tête, hein. Elle a dit, tu vas à côté. Au moins, je sais que tu vas rentrer, bah, t'es à côté, tes affaires vont pas être sales. Et en fait, j'ai commencé à faire du volleyball. Après, moi, c'était U13. J'ai commencé en U13. J'ai arrêté le volley parce qu'à un moment donné, tous mes potes faisaient du football. Et en fait, moi, mes parents, ils pouvaient pas m'accompagner jusqu'au foot. En fait, le foot, c'était à 30 minutes de chez moi. Et ma mère voulait pas me laisser partir tout seul à cette époque-là. J'étais U11, ouais, j'étais U11. Donc au final, Juste pour savoir, tu es dans quelle ville? Torcy, Torcy. Tout de Ouais. suite, toujours à Torcy, toujours. Torcy, moi j'habite à Torcy, je suis un pur torséen. Ouais. Je suis un pur torséen. Donc au final, arrivé en U13, bah, là, vu que j'étais plus grand, donc elle m'a laissé m'inscrire au football. Donc j'ai commencé le foot en U13 à Torcy. Donc à cette époque-là, nous, on avait trois équipes. Moi, je jouais dans l'équipe réserve, dans l'équipe B. Voilà. Je jouais dans l'équipe B. Moi, j'étais défenseur. Moi, j'étais costaud. Donc les coachs, ils ne sont pas pris la tête. Ils ont dit, toi, tu vas être défenseur. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on fait des failles, je m'invente une vie, je joue devant, je me mets devant. Donc, pas Mais mal. donc j'ai commencé en U13, donc j'ai fait U13 à Torcy. Après j'ai fait U14 à Torcy. U14 pareil, c'était équipe réserve. Après j'ai fait U15, U16, U17, U19 et après j'ai fait une dernière année en senior. Je fais un an en senior et après j'ai arrêté. Voilà, j'ai arrêté et j'ai commencé à coacher quand j'étais en U14. En fait, Quand tu étais en U14, quoi? quand j'étais en U14, en fait, enfin, coacher, c'est pas le terme approprié. Encadrer. Encadré, oui, Voilà. bien sûr. C'est comme nous, les jeunes de maintenant, on prend des U14 pour encadrer les C'est bien. débutants ou les pré-débutants. Donc, en fait, j'ai commencé par de l'encadrement, pas du coaching. Parce à cet âge-là, en U7, U8, il n'y a pas de coaching. C'est pas vrai. Celui qui dit qu'il coach, c'est un menteur. Il y a pas de, à la limite, en U8, ouais, mais en U7, non. Et encore sur les plateaux, on n'est même pas sur du coaching, on est sur de l'encadrement. Voilà. Eh, Donc, tu sais, ça là, tu vois, ce genre de développement-là, on va y venir. c'est On va y important, venir c'est important, hein. doucement. Ouais. Et ce qui est bien, ce que je voulais savoir aussi, et ce que je trouve intéressant, c'est que très vite, tu étais dans ton futur métier, entre guillemets, parce que tu as été 20 Ouais, ans là-dedans, tu vois. Mais exactement. la première question que j'ai pour toi, avant de toi être de l'autre côté, parce que tu as été tôt, Ouais. c'était quoi ton regard par rapport au coach, toi, quand tu étais joueur? T'avais quel regard du coach? Franchement, Oui, oui, bien même sûr. toi, même toi, quand tu as été joueur, tu n'as Mhm. même pas de regard de coach parce que tu n'y penses même pas. Tu penses Non, que mais à toi. peut-être tes interactions avec les coachs, ils étaient comment? Non, en fait, moi, bah, le premier coach, moi, mon premier coach, il m'a marqué. Il m'a marqué parce que c'est ton premier coach. Je pense que le premier coach de chaque joueur, il l'a marqué. Parce que moi, aujourd'hui, je n'oublierai pas mon premier coach. Pourquoi il t'a marqué? Parce que c'était mon premier coach. C'est même pas parce que je vais te dire c'était un bête de coach ou quoi que ce soit. C'est parce que en fait, c'était mon premier coach. C'est lui qui m'a enseigné mes premières bases de foot, les premières passes, les premiers contrôles, les premières consignes. Rien que par ça, je ne l'oublierai jamais. Ouais. Je ne l'oublierai jamais. Ok. En fait, c'est pas le coach qui m'a marqué par son empreinte, mais c'est lui qui m'a fait rentrer dans le foot, quoi, mais qui m'a fait faire, entre guillemets, le premier pas. Ouais, Et, ouais. et, et, et à ce moment-là, quand toi tu deviens à 14 ans l'encadrant, tu as essayé d'avoir la même méthodologie que le coach qui t'a marqué Non. ou pas forcément? Franchement, ouais, si, 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 si. Parce qu'on pourra dire ce qu'on veut. Quand tu as eu un coach, tu essaies de copier ton coach. Voilà. Tu prends ce que lui t'a enseigné, tu essaies de faire pareil que lui parce qu'en fait, tu n'y connais rien. Donc, tu n'as pas de base, tu n'as pas de billes. Donc, tes seuls repères, c'est ce que lui, il t'a appris.
Donc, tu essaies de faire comme lui, il faisait. Voilà. Ok. Et quand tu passes, c'est intéressant ce que tu dis. Et quand tu passes maintenant d'encadrement, tu passes, à 14 ans, tu es dans l'encadrement des joueurs. Ouais. À quel moment, toi, t'estimes que tu passes dans le coaching, tu deviens vraiment entraîneur? À quel Bah, point? maintenant, je suis capable de te le dire. Mais quand, à 14 ans, je commence à encadrer, pour moi, je fais du coaching. Bien sûr, on est d'accord. Voilà, tu penses à la télé, les coachs que tu vois à la télé. Donc, toi, tu as tes petits U7. Tu es là, tu leur dis, toi, tu joues attaquant, toi, tu joues défenseur. Pour toi, c'est du coaching. Mais maintenant, aujourd'hui, avec du recul, je sais que ce n'était pas du coaching. J'étais un simple encadrant. Voilà. Un simple encadrant, même si je ne sais pas si je peux me dire même le mot éducateur. Parce que le mot éducateur, il est fort, c'est éduquer. Et à cet âge-là, moi-même, je n'étais pas encore éduqué à 100%, tu vois. Donc, j'étais un encadrant. Il ne faut pas avoir honte de le dire. J'étais un encadrant. Ouais. Et du coup, tu t'en rappelles, avec le recul un peu historique, maintenant que tu as de la bouteille, tu Ouais. te rappelles à quelle période tu t'es dit, ah, là, j'ai vraiment commencé à coacher à ce moment-là? Bah maintenant, moi, après, chacun va avoir sa définition du coaching. Bien sûr. Tu as vu? Moi, aujourd'hui, ma définition du coaching, elle est à partir de U14. Avant tout ça, on n'est que éducateur. On n'est que éducateur. On est éducateur avant tout. Après, il y a le coaching qui rentre en compte, mais c'est pas ce qui va rentrer en compte le plus. On est plus éducateur que coach. Après, c'est peut-être triste ce que je dis, mais c'est la vérité. À partir de U14, on est plus, allez, pas U14, U16, U15, U16, on est plus coach que éducateur. Ouais. Parce que là, il y a la compétition qui rentre en compte. Et à partir du moment où il y a la compétition qui rentre en compte, bah, tu es sur du coaching. Ouais. C'est toujours éducateur, mais c'est la partie coaching qui prend le plus de place que la partie éducateur. Des fois, c'est triste, parce que des fois, on oublie qu'on est éducateur avant d'être coach. Tu vois? C'est bien, c'est pour ça que là, il y a Samy qui dit que coaching, c'est pour du résultat. Exactement, il a tout dit. Il Ouais. a vraiment raison. Et tu vois, Ouais. moi, je voulais revenir sur ça parce que pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est un point d'ancrage super important. Pour nous, Torcy, l'US Torcy, ça rime avec talent, Mm. ça rime avec championnats nationaux parce que en jeune, tu es dans 17, toutes les 19, 9. catégories. Ouais, ouais. Et ça rime avec signature dans les centres. Non, clairement, clairement, clairement. Ouais. Mm. Voilà. Donc, Mm. toi, aujourd'hui, au moment où tu arrives, tu rentres dans une structure quand même qui est l'élite à ce niveau-là, dans le football parisien. Tu vois, le football Mais français. clairement, clairement. Et comment ça se matérialise pour toi? Comment tu pourrais aujourd'hui, avec le recul, si tu devais aujourd'hui nous donner une philosophie de travail ou une méthodologie de travail de l'US Torcy, peut-être en partant des tout petits, aux 14, 16, on va dire 16, 17 ans. C'est quoi leur méthodologie de travail à ce club-là? Toi qui as fait 20 ans, qui as vu aussi les gens. En fait, sur la méthodologie de travail, en vrai, quand tu viens coacher à Torcy, soit tu étais déjà dedans, qui a joué, donc tu sais à peu près ce qu'on demande. Torcy a toujours été réputé aussi par des principes de jeu qui commencent dès l'école de foot. Moi, j'ai fait de l'école de foot et j'ai fait du foot à 11. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même toi, tu es éducateur, avant de venir à Torcy, c'est parce que tu as connu Torcy. Tu as connu Torcy et la première chose qui te vient à l'esprit quand tu penses à Torcy, c'est les principes de jeu qu'ils ont. C'est-à-dire que c'est rare qu'à Torcy, que tu vas voir des équipes où tu vas dire ah ouais, ça joue pas au foot, ça fait que de balancer, ils sont que sur le résultat. À Torcy, on a la chance d'être sur du 50-50. Autant il y a des clubs qui sont que sur le résultat, ça va pas être beau, mais ils vont gagner leur match, ils vont se retrouver entre guillemets, au plus haut niveau régional partout. Nous, à Torcy, on a toujours eu cette exigence de dire on veut gagner des matchs, avoir du résultat, mais il faut que ça passe un minimum par le jeu. Tu vois? Donc, ça veut dire que même toi, demain, si tu viens à Torcy, tu sais que si par exemple, tu es dans un club où on s'en foutait du jeu et qu'on te disait hey, tu prends un mec qui va vite devant, tu lui envoies les longs ballons, il court et il va marquer les buts, ça, à Torcy, tu ne pourras pas le faire. Tu vois? Tu ne pourras pas le faire parce que de toute façon, avant que quelqu'un vienne te le dire, ça viendra à tes oreilles. En gros, hey, ton équipe, c'est pas possible de jouer comme ça, tu es à Torcy. C'est entre guillemets, clairement, on est avant tout sur de la formation avant le résultat. Et de toute façon, tout vient tout seul. On va pas se mentir, les meilleurs joueurs, c'est pas nous qui les formons à 100%. Parce que généralement, quand moi, par exemple, j'étais coach des 16 r 1, le joueur qui vient, qui était 2 ans avant, je sais pas, aux Ulysses, s'il vient chez nous, c'est pas moi qui l'ai fait travailler aux Ulysses avant, tu vois. C'est qu'à un moment donné, il est venu avec des qualités, c'est un coach avant qui l'a fait travailler. Moi, il vient, je vais lui donner un complément en plus. Il vient pour consommer le niveau
Il vient pour consommer le niveau. C'est-à-dire qu'il était très fort. C'est pas moi qui l'ai rendu très fort. Il était soit très fort avant parce qu'il a eu des qualités innées très tôt, ou soit parce qu'il a bien travaillé dans son club et il vient chez nous. Et nous, après, on l'accompagne. On a ce type de joueur-là et ce type de joueur torséen qu'on a depuis l'école de foot, donc qui a travaillé depuis l'école de foot avec des coachs de Torcy, de la formation torséenne, et qui va arriver jusqu'en 17 ans ou 19 ans nationaux. Mais pour répondre à ta question, en gros, quand tu viens à Torcy, tu sais que voilà, c'est la formation avant le résultat. Donc le jeu avant l'enjeu. Voilà. Merci, top. Franchement, c'est top. Super complet, super précis. C'est top, top. Maintenant, moi, j'ai aussi une question. Moi, Torcy, je les ai joués. Ça veut dire que je ne connais pas l'entourage, la ville et ce qu'elle entoure. La question que je veux te poser, parce que nous, on n'est pas de la même. Tu sais, des fois à Paris, quand tu es dans une autre zone, dans un autre département, tu as limite l'impression, c'est pas, tu vois, c'est pas Ouais. vraiment proche. Est-ce que Torcy s'est ouvert sur les autres villes pour te dire que, par exemple, voilà, il y a des gens qui sont des villes un peu limitrophes qui viennent chez Torcy, ou c'est essentiellement voilà, des joueurs qui sont de la ville qui y jouent. Mais c'est quoi les villes qui vous collent parce que je pense qu'autour de Torcy, il y a des bons clubs, il y a des bons petits clubs, mais, Exactement, voilà. ouais. Donc, mais toujours par rapport à ces joueurs-là, ils se disent, arriver à Torcy, c'est l'échelon maximum dans ma région. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Quel club tu pourrais citer autour qui travaillent aussi bien et tout, ça peut les mettre en avant, hein. Ça me fait aussi plaisir de le faire, mais qui sont là autour et qui ont quand même des bons joueurs et une bonne structure, mais voilà, qui aujourd'hui, les joueurs savent que arriver à Torcy, c'est un échelon supplémentaire. Non, mais clairement, de toute façon, après, je peux te citer des villes, Bussy-Saint-Georges, par exemple. Bussy-Saint-Georges, Roissy-en-Brie, c'est des clubs qui nous approvisionnent en 17 ans nationaux, par exemple. En 17 ans, je sais que tous les ans, on a au moins un joueur de Roissy-en-Brie ou un joueur de Bussy qui vient nous renforcer, tu vois. Parce que c'est des clubs qui bossent bien, mais qui sont pas au niveau auquel nous, on est aujourd'hui, tu vois. Donc, après, ça, c'est je te parle des joueurs seine-marinais, tu vois, de Seine-et-Marne. Mais Oui. je ne vais pas te mentir, on touche plus de joueurs d'autres départements que de Seine-et-Marne. Ah ouais. Parce qu'en fait, on a la chance aujourd'hui à Torcy, tu as la A4, la 104. En fait, la A4, la 104, ça fait tout 93, 94, ça te fait même 92. Tu vois, limitrophe 92. C'est-à-dire qu'en fait, tu es desservi, tu es bien desservi. Donc, c'est-à-dire que tu touches tous C'est les ce joueurs. point-là que je voulais toucher. C'est exactement ce point-là que je voulais toucher par rapport à un club. Et le RER-A, surtout le RER-A aussi. Ouais. Donc c'est top. Ça veut dire que vous avez vraiment la capacité de récupérer un maximum de joueurs de la région limite Île-de-France. Exactement. Ouais. Limite. Ok. Et je veux qu'on aille un petit peu crescendo, tu vois, parce que j'aurais vraiment pas mal de questions sur le terme d'éduquer, le terme de coacher, plein de termes importants. Aujourd'hui, j'aimerais juste que tu me dises, voilà, au départ, tu commences t'es en U14, tu prends des jeunes. À partir du moment où tu as commencé à coacher, tu as coaché quelle équipe? Moi, j'ai commencé à coacher, j'ai commencé à encadrer vraiment quand j'ai commencé à avoir un groupe à ma charge. Oui. C'est ça que Oui, c'est ça, exactement. C'était en U15. En U15, j'ai commencé à avoir une équipe de débutants à ma charge. Ça veut dire qu'en match, j'avais souvent les mêmes. On commençait à bosser avec des équipes. Ça devait être l'équipe C ou D que j'avais les samedis avant de jouer, juste avant de jouer, vu que nous, on jouait les petits, les débutants, c'était genre à midi, nous, on jouait à 14h, tu vois. Donc, de midi à 13h. Et après, moi, j'enchaînais après avec mon match. Et c'était l'équipe de débutants, je me rappelle. C'était les 98, un truc comme ça. Ouais. Ok. Et est-ce qu'à ce moment-là, parce que voilà, tu es un jeune coach à ce moment-là, je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, forcément, parce que tu as progressé, tu as évolué, Ouais. même en tant que personne ou en tant que coach, mais est-ce que tu avais des fondements ou tu avais des préceptes toi, en tant que coach, tu avais une approche tactique dans un match? Même si c'était à un niveau pas. On a chacun nos idées sur comment on veut faire jouer une équipe. Est-ce que toi, à ce moment-là, elles étaient établies ou tu te recherchais encore? Non, c'était pas établi. C'est pas vrai. Maintenant, je pense que maintenant, si aujourd'hui, au même âge, je peux trouver des garçons au même âge que moi qui vont plus avoir des principes de jeu. Parce que maintenant, le foot, il est tellement développé. Mais rien que la PlayStation, rien que par la PlayStation, tu connais tes principes de jeu. Tu vois un mec jouer, tu dis, ah ouais, lui, il aime le beau foot. Il va faire des appuis-remises, troisième, il va ressortir, Et tu as l'autre joueur qui va prendre le ballon, que des longs ballons avec Cristiano Ronaldo qui court et qui va marquer, tu vois. Et rien que par ça, déjà, tu es un peu déjà dans tes principes de jeu. Et nous, à cet âge-là, franchement, il y avait
Tu sais, maintenant, il y a beaucoup de la PlayStation 3, PlayStation 4, même les jeux sur les smartphones, sur les téléphones. Et nous, il n'y avait pas tout ça avant, tu vois. Donc, c'est-à-dire que déjà, nous, encore heureux qu'on regardait les matchs de foot à la télé, nous, on était à la cité, on jouait au foot, tu vois. Maintenant, la génération de maintenant, les générations 2000, c'est beaucoup interactif, tu vois. Donc, eux, ils ont plus de connaissances que nous au même âge. Si quelqu'un aujourd'hui vient prendre, encadrer une équipe, lui, il va vraiment placer son équipe, il va dire, ouais, là, tu dois ressortir. Moi, je me rappelle quand je coachais, tout allait vers l'avant. On ne ressortait jamais. C'était Fallait ça aller le jeu marquer des le jeunes but. avant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et j'ai une question du coup par rapport à ça, parce que là, on va rester sur tout ce qui est un peu allez, antichambre du football. Ouais. L'antichambre, parce que là, tu y rentres, mais l'antichambre. Comment, toi, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, comment tu parles ou tu manages, parce que c'est pas manager, c'est encadrer. Comment tu encadres un enfant de 9 ans? Comment tu lui expliques pas comment jouer, mais je veux dire, comment tu lui parles football à un enfant de 9 ans? Mais en fait, déjà, faut pas trop lui parler, hein, parce qu'à cet âge-là, l'intention d'un enfant, l'attention, elle dure pas longtemps. C'est-à-dire que si tu lui parles plus de 2 minutes, il t'écoute plus, il t'entend, mais il t'écoute plus. Donc, c'est tout de suite par un ballon et sur de la démonstration, et après tu enchaînes direct. Hein. Faut pas trop parler, parce qu'à cet âge-là, tout ce qu'ils veulent, c'est prendre le ballon et courir vers le ballon. C'est tout ce qu'ils veulent. Ok, Donc, en gros, le langage, il est directement sur le terrain, quoi. C'est-à-dire que les gars, tu viens, je t'explique, on va faire ci, on va faire ça, on va travailler ça, on démarre. Et c'est comme ça. Et après, il y a la correction du geste. est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, avec le développement comme tu dis, voilà, les réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on parle un petit peu trop aux jeunes, aux très très jeunes joueurs ou pas? Bien sûr, bien sûr. Il suffit d'aller dans n'importe quel stade d'Île-de-France, tu te mets derrière le coach. Le coach, il est systématiquement en train de parler. Après, moi, j'ai fait cette erreur-là aussi. Hein. C'est parce que moi, aujourd'hui, c'est facile, je le dis, mais moi aussi, j'ai été comme ça. Driver, donne à gauche, donne à droite, fais la passe ici, fais la passe là. Beaucoup de jeunes coachs le font. Beaucoup de jeunes coachs le font. Les coachs expérimentés aujourd'hui savent que pour faire progresser un enfant, c'est de la pédagogie active et non directive, tu vois. La Ouais, pédagogie j'aimerais que tu expliques ça. Tu vois, ben, il faut que tu me l'expliques très bien, c'est pas du mieux compliqué, ça va possible. être en pédagogie active. Aujourd'hui, c'est rendre l'enfant intelligent. Ça veut dire qu'à un moment donné, je vais avoir le ballon côté gauche, je suis fermé, je peux pas aller vers l'arrière, je peux pas aller vers l'avant. Bah, je vais trouver mon partenaire à droite, mais c'est pas moi qui va lui dire. C'est-à-dire qu'il va se tromper. Le laisser faire son erreur et ensuite lui expliquer pourquoi tu as fait cette erreur-là. Après, ça, c'est de la pédagogie active. La pédagogie directive, c'est de lui donner la solution tout de suite à son problème. C'est-à-dire que c'est moi qui lui donne la solution au problème. C'est pas lui qui trouve sa solution. Et c'est là que tu vois tout de suite la différence entre la pédagogie active et directive. Ça veut dire que toi, tu as besoin de moi pour résoudre tes problèmes. Moi, demain, je suis plus là. Si je t'ai habitué à de la pédagogie active, tu n'auras pas besoin de moi pour trouver les solutions à tes problèmes. Et j'ai une question parce que je suis quelqu'un qui rebondit vraiment beaucoup sur ce que tu dis, la preuve que je t'écoute. Est-ce que quelqu'un qui a de la pédagogie active, est-ce que c'était quoi la deuxième déjà, pédagogie Directif, il y a directif, directive. actif. Est-ce que Ouais. est-ce qu'un enfant qui a de la pédagogie directive à la maison, il a plus de mal à s'adapter à la pédagogie active sur le terrain? C'est pas con ce que tu dis. Ouais. Mais je me suis jamais posé la question, mais je pense que ça y joue indirectement. Ouais. C'est important ce que tu dis. Hein. Ouais. C'est aussi une éducation. Hein. Ça veut dire que toi, moi, faut aller ranger ta chambre. Mais à un moment donné, moi, je vais m'habituer à me dire, ah ben, c'est le bordel dans ma chambre. Mais vu que ma mère ne me dit pas de ranger ma chambre, ben, je vais pas la ranger. Alors que peut-être que le parent qui va faire de la pédagogie active, il va attendre vraiment que ça soit le souk. Il va dire à son fils, vas-y, viens voir, viens voir. Et puis il va te dire, pas un problème là. Et peut-être que là, il va se dire, ah ouais, là c'est le bordel, il faut que je range ma chambre. Tu vois. Et après, le questionner, tu vois, la prochaine fois, c'est pas à moi de te dire de venir ranger ta chambre quand c'est le bordel, c'est à toi de le faire tout seul, tu vois. Et c'est comme ça que tu vois quelqu'un qui grandit. Voilà. Exactement. Ouais. Donc, d'où la question. Est-ce que, voilà, comme dans un vestiaire, voilà, toi, tu es dans un vestiaire, on a côtoyé le vestiaire. Il y a tellement d'éducation différente dans un vestiaire et de C'est clair. personnalités Ouais. différentes. Donc, au final, en fait, le coach, c'est le plus grand des psychologues. Est-ce qu'il ne C'est faudrait clair. pas Ouais. aussi adapter peut-être ça? On va pas. Pour moi, je trouve que comment dire, de diriger sur de la pédagogie active, c'est le mieux. Je te rejoins, Mm. tu vois. Mais pour que ça aille bien, est-ce qu'il ne faut pas s'adapter et comprendre comment emmener l'enfant qui a l'habitude
qu'on lui dise tout le temps, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ça. Tu vois ce que je veux dire? On lui explique pas ses erreurs. Est-ce qu'on ne doit pas s'adapter et essayer de trouver un message ou une façon de faire pour le truc? Non, mais c'est exactement ça. En fait, en vrai, tu dois t'adapter à chaque enfant. C'est-à-dire qu'il y en a un, peut-être que tu vas être obligé de faire de la pédagogie directive au départ avec lui. T'as vu? Et il y en a un autre, peut-être que tu vas être obligé de faire de la pédagogie active avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais en fait, c'est vrai que c'est propre à chaque enfant. Il y a l'enfant qui va pas avoir besoin de toi. Et à un moment donné, toi, parce qu'il est vraiment au-dessus, donc c'est même pas le mettre en difficulté, mais pour mettre un curseur un petit peu plus élevé, bah, tu vas lui demander de faire autre chose. C'est-à-dire que quelqu'un qui a l'habitude de, je sais pas, faire que des passes, faire que des passes. En plus, je prends le contre-exemple, c'est très bien. C'est quelqu'un qui a l'habitude de faire que des passes. C'est-à-dire qu'il prend le ballon, il donne à ses partenaires. Tu vas lui dire à un moment donné, hey, là, tu ne donnes pas, je veux que tu ailles l'éliminer, et après, tu vas aller la donner. Tu vois? Donc, et puis il y a l'autre qui fait que de dribbler. À lui, peut-être tu vas lui dire là à un moment donné, tiens, maintenant quand tu as le ballon, je vais t'en dribbler un et après tu essaies de trouver une passe dans la profondeur. Après, c'est un exemple que je donne, tu vois. Non, je rigole parce qu'il y a Youssef qui dit quelque chose, mais ça c'est compliqué. Ça. Dis quoi, dis quoi? La différence, c'est qu'un coach, il peut t'en mettre une et pas. Un daron, il peut t'en mettre une, mais pas un coach. Tu vois? Et moi, j'ai déjà vu des coachs. Ouais, c'est pour ça que je voulais pas rebondir. Je me suis dit, on voit des coachs, des fois, ils sont pires que les darons. Mais C'est toi, clair. c'est intéressant ce que tu dis parce que je sais que tu as une très bonne analyse sur éduquer et enseigner. Mm. Tu vois, entre la différence entre éduquer un joueur et l'enseigner. Mais toi, en tant que coach, indirectement, surtout sur du très bas, tu vas me dire ce que tu en penses, mais à l'âge, quand tu récupères les enfants, parce que toi, tu vois autant, des fois, tu vois autant de fois l'enfant que son père ou sa mère, tu vois. C'est clair. Ouais. Donc, est-ce que toi, à ce moment-là, je te parle d'un âge très, très bas, hein, tu sais, de Ouais. 10 à peut-être 14, tu vois. Ouais. Est-ce que toi, tu n'es pas aujourd'hui, et c'est une question que j'avais pour toi, est-ce qu'un coach n'est pas un parent à temps partiel? Si. Mais clairement, hein, ce que tu dis, c'est clairement ça, parce que on fait de l'éducation aussi. Hein. Des fois, même, on fait plus d'éducation que le parent. Il ne serait-ce que tu perds un match, tu as perdu un match, tu vas toujours avoir un enfant qui n'aime pas perdre, qui ne voudra pas aller serrer la main du partenaire. Donc, il y a des coachs, ils vont être laxistes, ils vont dire, le coach, il est plus énervé que le petit, donc il va s'en foutre. C'est-à-dire qu'il va dire, ah, c'est bon, les gars, on y va, on part. Et il y a l'autre Merci. coach qui va dire, écoute, on a perdu, même si on s'est fait voler par l'arbitrage, et par contre, tu vas aller serrer la main. Et si tu ne vas pas lui serrer la main, ben, le week-end d'après, ben, tu ne seras pas avec moi. Tu vas serrer la main. Ça veut dire que moi, c'est un truc que j'essaie d'inculquer aux petits, et j'ai eu du mal aussi. Hein. Franchement, moi, je me rappelle, j'ai fait des tournois internationaux où on se fait voler à l'arbitrage. Tout ce que je veux, c'est d'insulter tout le monde et dire aux petits, les gars, on y va. Et je me rappelle qu'à un moment donné, j'étais beaucoup comme ça. C'est-à-dire que j'étais beaucoup à fleur de peau. L'arbitre, il m'a volé. Fallait pas me parler. On prend les petits, on y va. Et à un moment donné, j'ai fait un travail sur ça parce qu'à un moment donné, tu véhicules une mauvaise image. Donc, et je sais que j'ai fait des gros efforts sur ça. Aujourd'hui, même si je me fais voler, je perds une demi-finale, l'image que tu vas montrer, elle est importante. Les gars, on a perdu, ça fait partie du jeu aujourd'hui. Même les injustices, tu regardes à la télé, les injustices font partie de la vie. Et voir quelqu'un qui, même dans la défaite, qui lève la tête, qui va serrer la main de son partenaire et qui part, je te jure que c'est lui qui aura plus gagné que l'équipe qui t'a battu et qui ne méritait pas de gagner. Ok, c'est super intéressant. Est-ce que toi, tu rencontres. Ce qui est bien avec toi, Mohamed, c'est que j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui a fait 20 ans de coaching. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si tu étais assez jeune avant ou quoi que ce soit, mais tu as un visuel sur nous, ce qu'on appelle l'ancienne génération et la nouvelle génération. Qu'est-ce que tu peux m'en dire en termes de joueur aujourd'hui? Comment il est le joueur d'avant que tu as eu entre les mains et comment il était au niveau de l'écoute, au niveau de l'adaptabilité, au niveau de la compréhension et au niveau surtout de comment il absorbe tes consignes, tu vois? Parce que c'est important. Le fait d'absorber les consignes, c'est là où tu montres un peu la capacité au petit de comprendre justement, toi, tu es le chef d'orchestre et de suivre ta musique. Comment le joueur que nous, on appelle à l'ancienne, les jeunes qui sont à l'ancienne, et la nouvelle génération, c'est quoi la différence entre les deux que tu as remarqué? Après, tu me dis si je ne me trompe pas. Moi, quand tu me dis les joueurs de l'ancienne génération, c'est les 98, 99 et 2000, on va dire. On va dire ça, ouais. Voilà. Bah, de toute façon, c'est pas compliqué. Je pense que tout le monde le vit aussi pareil. C'est qu'à l'époque, moi, je me rappelle des 98, 99, 2000, il n'y avait pas une emprise des parents
comme il y a maintenant. Je vais y C'est-à-dire venir. que les enfants étaient plus à l'écoute du coach, plus respectueux. Et encore, quand je ne sais même pas le terme, parce qu'un enfant, il ne manque pas de respect. Mais en fait, il y avait moins d'interférences entre le parent qui va dire ton coach, il te dit de la merde. Et il y avait moins ça avant que maintenant. Maintenant, tu peux voir qu'à un moment donné, tu es capable de dire au petit moi, je veux que tu te mettes, que quand tu as le ballon, tu le joues dans l'intervalle. Et le papa derrière qui va te dire non, hey, quand tu as le ballon, donne à droite ou va marquer tout seul. Tu vois, nous, avant, il y avait moins ça. Il y avait moins d'emprise des parents sur moi. Je me rappelle des générations 98, 99 et 2000. Je me rappelle très bien. Alors que maintenant, franchement, les parents sont omniprésents. Ils sont omniprésents et il suffit juste d'aller dans un stade, tu regardes un enfant, il est capable de faire une passe, tourner sa tête, regarder son père et chaque ballon qu'il va toucher, il va regarder. En fait, il n'est même plus dans une notion collective, il est dans une notion individuelle pour faire plaisir à son père. Donc, c'est du plaisir en moins pour lui et il n'est pas dans la notion collective de son équipe. Et malheureusement, c'est néfaste pour certains enfants. Super intéressant ce que tu dis. Ouais. J'aime beaucoup. Maintenant, j'ai une question pour toi. L'enfant, quand il rentre chez lui, il a qui devant lui? Ah, mais de toute façon, la première chose qu'un petit, quand il rentre du foot, c'est quoi? C'est son père ou sa mère. Hein. Donc, ça Dans veut la dire que voiture, si c'est- toi, tu donnes une consigne et que le papa, il lui dit de faire autre chose, généralement, par expérience, je ne te parle pas par logique. Par expérience, tes joueurs, ils écoutent qui Moi, franchement, Ouais, ouais, moi, sur ça, franchement, je le j'ai fais. pas de soucis. Franchement, j'ai rarement eu de soucis. Quand il y a des parents qui ont essayé de le faire, parce qu'il y a toujours des parents qui vont tester, bah, ils ont vite vu que là, ils allaient pénaliser leurs enfants, parce que clairement, tu pénalises l'enfant. Moi, je sais que je l'ai vécu avec un joueur, je me rappelle un joueur qui est d'ailleurs très très fort. Le papa était omniprésent, et à un moment donné, quand le petit, on entendait le père, et que le petit, il se retournait regarder le père, bah, je disais au petit, viens, hop, mets-toi sur le côté. Et je lui demandais, tu sais pourquoi je te sors? Il me dit, il sait pourquoi? Il me dit, ouais, parce que mon père, il a parlé et je l'ai regardé. Donc j'ai dit à partir de là, ça c'était ma première méthode. La deuxième méthode, j'allais plus pénaliser l'enfant, j'allais voir le papa direct et je lui disais la prochaine fois qui parlait, il prenait son enfant et au revoir. Tu vois. Et après, il y a ta réputation aussi qui fait que maintenant, après, moi, j'ai jamais eu de soucis parce qu'ils savent que voilà, quand tu emmènes ton enfant, je suis là depuis assez longtemps sur ces générations-là, il n'y a pas besoin d'interférer. Si tu interfères, c'est toi qui vas pénaliser ton enfant et c'est toi qui vas te pénaliser aussi. Est-ce que le fait d'être. Merci hein, pour ta réponse. Est-ce que le fait d'être dans un club comme Torcy, qui aujourd'hui est, comme on a dit tout à l'heure, une vitrine dans le football francilien, tu vois, ça emmène justement aujourd'hui, comme tu sais que dans cette nouvelle génération, les parents sont très impliqués dans la réussite de leurs enfants, tu vois. Dans la réussite, je te dis. Hein. Est-ce que Ça, ils ont ça le droit amène. d'être impliqués. Moi, je ne le reproche même pas. Ils ont le droit. Non, 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 Ouais. c'est pas un reproche, c'est un constat, en Ouais. fait, quoi, que je te dis. Mais est-ce Ouais. que le fait d'être dans un club phare, ça amène à beaucoup ça amène beaucoup plus de parents autour des stades? Est-ce que tu as vu ça un petit peu? Non, mais clairement, après, je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi la notoriété du football. Il y a l'argent du foot. Il ne faut pas avoir peur de le dire aussi. Hein. Il y a l'argent du foot. Aujourd'hui, il y a des gens, ils mettent tous leurs espoirs sur leur enfant parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a tellement d'argent dans le foot que tu peux te retrouver millionnaire à cause de ton enfant, tu vois. Donc, c'est ça qui emmène aussi toute cette atmosphère-là autour du football. Hein. On ne va pas se mentir, hein, de toute façon. Et Ouais. toi, t'as eu des cas où tu as senti, comme je t'ai dit, sur ce genre de sujet-là, je n'ai pas forcément besoin de nom, où tu as senti Non, non, qu'il y avait. Hein? oui, non, mais il n'y a pas de. Et que tu as senti que voilà. Mais encore une fois, c'est pas péjoratif. Il y a des familles qui peuvent être en difficulté et qui ont besoin que leur fils ou leur fille, parce qu'il y a aussi du football féminin, mais ait un ascenseur social ou ait quelque chose qui sorte de leur qualité de footballeur ou d'artiste ou de musicien, tu vois. Mais est-ce que tu as senti des fois sur certaines familles que vraiment, ils avaient vraiment misé sur le petit? Bien sûr. Bien sûr. Bien Ça, sûr. c'est ma première question. Maintenant, Ouais. j'en ai une deuxième, j'en ai toujours une deuxième. Comment le petit, tu as senti que quelle était pas, c'est pas une réaction négative, mais comment le petit il était impliqué sur tes séances et dans tes matchs, généralement, le ou les. Hein. Bah, en fait, moi, après, ça va. Moi, après, moi, à Torcy, après, j'ai coaché les équipes 1, tu vois. J'ai toujours, après, moi, j'ai eu des équipes CD. Après, là, tu veux plus que je te parle quand j'ai eu les équipes 1, élite. Bien sûr. Sur les équipes élites, généralement, quand le petit vient, il est concentré, il est appliqué. Nous, il y a beaucoup de concurrence.
il y a beaucoup de concurrence, donc ça veut dire que le petit, c'est limite. Des fois, c'est triste, hein, parce qu'en fait, des fois, le petit, il se met plus de pression qu'il prend du plaisir. Moi, je le vois, hein, je le vois. Hein. Et il y en a, en fait, qui vont être concentrés, appliqués. Et c'est vrai que maintenant, tu vois de moins en moins d'enfants sourire quand ils viennent au foot. On dirait qu'ils viennent au foot, ils sont en mission. C'est la vérité. Hein. Il y en a, ils sont en mission. Et après, c'est peut-être aussi de notre faute à nous. Hein. C'est vrai que moi, par exemple, je suis quelqu'un de très carré, très rigide, très rigoureux, tu vois. Au fur et à mesure, là, je commençais à l'être un petit peu moins parce que de ne pas voir un enfant sourire, ça m'alerte maintenant. Et des fois, il y en a, en fait, c'est juste parce que voilà, ils ont besoin d'être concentrés, ou il y en a, c'est juste parce que je suis en mission, il faut que je sois bon tous les week-ends pour faire plaisir à papa et pour lui montrer que je vais aller là où il veut aller, tu vois ce que je veux dire? Je rebondis sur ce que tu dis, parce qu'encore une fois, ça m'intéresse énormément. Est-ce que tu penses qu'un enfant qui ne vient pas en mission, dans une océan de requins, d'autres qui arrivent en mission, est-ce que tu penses, ça c'est ta philosophie, est-ce que tu penses que cet enfant-là peut Il est plus autant épanoui, il est plus épanoui. s'épanouir que... Hein? Il est plus épanoui. Il est plus épanoui. Moi, en fait, j'ai un exemple, c'est Alexis Claude Maurice, là, qui joue à Nice. Je ne sais pas si tu vois c'est qui. Bien sûr, bien sûr. Alexis Claude Maurice, moi, je me rappelle quand nous on l'avait, comment je l'avais en débutant. Et il venait juste pour s'amuser. Il s'en foutait de gagner ou de perdre. Il n'en avait rien à faire. Il venait, il me claquait ses buts, il mettait ses petits crochets. Il perdait, on perdait des matchs. Lui, il rentrait chez lui, il s'en foutait. Alors que t'en avais qui pleuraient, il fallait même pas leur parler. Lui, il n'en avait rien à faire. Et je me rappelle, à un moment donné, on est arrivé à une période de l'année où je parlais un peu avec son père. Il me dit, ouais, l'année prochaine, il va peut-être arrêter le foot et tout. Et moi, je dis, mais. Et lui, il était au-dessus, hein. Il était déjà très, très fort. Et je lui dis, mais pourquoi et tout? Et le papa, il me dit, ouais, parce qu'il veut faire du tennis et tout. Je dis, mais il peut pas faire du tennis, il est trop fort. Je dis, il est trop fort, tu peux pas le mettre au tennis. Et le papa, tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, ah non, moi, s'il veut arrêter, il arrête. Il fait du tennis. Moi, je m'en fous, hein, il fait ce qu'il a envie de faire. Hein. Et moi, dans ma tête, en plus, moi, je suis encore jeune. Je dis, mais non, il peut pas faire du tennis. Moi, je vois le petit, je dis, mais attends, tu veux faire du tennis et tout? Il me dit, oui, j'aime bien le tennis et tout. Je dis, mais non, tu peux pas faire le tennis, t'es trop fort au foot et tout. Il dit, oui, mais j'aime bien les deux, j'aime bien le tennis. Après, papa, il me demande de choisir entre le foot et le tennis. Je dis, c'est pas possible, tu peux pas arrêter le foot. Et au final, il a fait les deux, il a fait le tennis et le foot, mais c'est pour dire qu'il était complètement décalé. Et le papa, il s'en foutait complètement. Et le petit, il était épanoui. Tu vois, au final, le petit, il a signé tôt à Lorient, il est rentré à Clairefontaine, il n'a jamais joué avec la pression. Et tu vois qu'il était super épanoui, tu vois. Donc, pour toi, un Ouais. petit qui prend du plaisir sur le terrain, Il est épanoui. dans un milieu de gens sérieux et en mission, c'est pas contre, voilà, il est pas, il est pas, comment dire, ça peut se passer tranquillement, quoi. Il n'est pas forcément. Clairement, mais clairement. Clairement, parce que ces petits-là, ils sont insouciants. C'est-à-dire qu'ils ne vont même pas te calculer, ils vont être insouciants. Ils ne vont pas se dire, ah, putain, si je rate ma passe, si je rate mon contrôle, si je fais le mauvais choix. Ils sont insouciants. Ils sont insouciants. J'ai Donc, j'ai une question pour toi en tant que coach. Désolé si je t'ai coupé. Tu termines. Je ne savais pas que j'ai pas vu que tu avais. non, non, vas-y, non, c'est bon ça. J'ai une question pour toi en tant que coach. On va aller crescendo. Est-ce que là, tout de suite, pour tous ceux qui sont dans le live, là, on est en une soixantaine, est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui ton quotidien de coach? Il y a des gens peut-être qui veulent être coach, il y a des gens qui le sont. Est-ce que tu peux nous expliquer juste le quotidien de Mamad? Le premier jour, on va dire un jour d'entraînement. C'est quoi ton quotidien de coach? Bah, moi, par exemple, là, quand je coachais, en fait, là, j'avais les U10 et les U16. Okay. Ça veut dire que je commençais ma première séance à 17h30. 17h30 avec les U10. Donc, de 17h30 à 18h30. Donc, ça veut dire que tu veux même la préparation de ma séance et tout? Je veux, en fait, comment toi, tu te prépares à aller à l'entraînement. On va dire carrément que, allez, tu as une idée de ce que tu vas faire à l'entraînement, mais comment tu le matérialises? Comment tu te prépares? Limite, comment tu bois ton café? Combien de trucs tu mets dans ton café? On veut Moi, en fait, au quotidien, même quand je suis au taf, hein, je pense que football, c'est-à-dire que je sais que je vais avoir ma séance à 17h30 avec mes U10. Je suis déjà en train de la visualiser. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais rajouter? Qu'est-ce que je peux mettre en exigence en plus? Et j'ai toujours un calepin sur moi, même au taf. C'est-à-dire que des fois, bim, il y a un truc qui me revient. Tiens, je vais rajouter ça. Ma séance des U16, pareil. J'ai toujours mon petit calepin avec moi. Et c'est vrai qu'un jour, s'il y en a un qui prend mon calepin, il ne va rien comprendre. Il va dire, mais attends, c'est du charabia. Moi, je me comprends. Mais c'est vrai que je sais que j'ai une séance lundi avec les U10 et les U16. J'ai mon calepin et c'est vrai que je suis tout le temps en train de réfléchir à ce que je vais mettre en place, ce que je vais préparer. Après, pareil, une séance à 17h30, j'aime bien arriver vraiment 40-45 minutes avant, vraiment. Je déteste être dans le split.
C'est-à-dire préparer sur le moment ou être dans le speed. Je déteste ça. Je déteste ça. C'est-à-dire j'aime bien vraiment commencer 40. 40, c'est le max, c'est parfait. Après, sinon 30 minutes, je suis bien. Mais après, moins de 30 minutes, j'aime pas parce que je suis quelqu'un de très carré sur ça. Autant je ne suis pas forcément chez moi ou dans ma vie, mais en tout cas, au football, c'est le seul truc où vraiment je suis rigoureux, carré à 100%. En tout cas, au travail, il y en a qui disent que t'es pas rigoureux parce que tu prépares tes séances au taf, apparemment. Non, mais c'est de la Au lieu rigueur de aussi, parce que bosser, c'est de la apparemment, rigueur, parce que tu quand prépares. j'arrive, c'est fait. C'est préparé, c'est fait. Et je suis capable d'être bon au taf et sur ma séance. C'est ce qu'on appelle la polyvalence, c'est très bien. Exactement. Mais, Ouais. à quelle fréquence, est-ce que, voilà, combien de temps, on va pas dire de retard, à quel moment tu aimerais que tes joueurs, U10, U16, ils arrivent? Est-ce que toi, tu te dis, bon, voilà, toi qu'il arrive 5 minutes avant, ça me va. Quand toi Ouais. qu'il arrive à l'heure, ça me va. Ou toi, tu te dis, bah là, moi, pour mes joueurs, j'aimerais bien qu'ils arrivent un peu plus tôt. Non, franchement, le top, l'idéal, c'est qu'ils arrivent 10, 15 minutes avant la séance. Parce qu'avant de commencer la séance, moi, j'aime bien que les joueurs, ils se retrouvent. Ils se retrouvent, ils tapent la balle, ils se font des contrôles passes, ils discutent, ils échangent, tu vois, c'est important. Et malheureusement, à Torcy, c'est pas le cas. Ça, c'est pas le cas. Tu peux l'avoir que pendant les vacances. Parce qu'en fait, regarde, nous, par exemple, en U10, on s'entraînait à 17h30. C'est-à-dire qu'on a des enfants, ils mettent à peu près, avec les bouchons, 40, 45 minutes à venir. Et dis-toi, la séance du lundi, c'est de 17h30 à 18h30. C'est-à-dire qu'il y en a, c'est limite, ils ont plus de trajets que de séances d'entraînement. C'est-à-dire qu'il y en a qui arrivent en plein milieu de la séance. Enfin, en plein milieu, ils arrivent à la séance à 17h30, ils Ouais. arrivent à 40, 45. Donc, tu viens, tu te mets directement dedans. Et vu que la plupart des joueurs ils viennent de l'extérieur, bah, soit tu arrives pile poil ou soit tu arrives un petit peu en retard. Tu n'en as que quelques-uns qui sont dans le secteur qui arrivent à être, qui viennent en avance. C'est les 10-15 minutes en avance. Et sur les U16, c'est pareil. Alors, eux, ils sortent de l'école. J'en ai à Montreuil. Je me rappelle cette année, j'en avais qui venaient de Montreuil. C'est-à-dire qu'ils arrivaient en plein. En plus, c'est ce que je déteste, mais je peux même pas leur en vouloir. C'est pas de leur faute. Mais c'est casse-bonbon pour un coach, tu vois. Tu rentres en plein milieu de la séance, tu n'as pas travaillé ce qu'il y avait avant. C'est galère, mais après, c'est la problématique aussi d'être à Torcy. Tu as des joueurs qui viennent de partout. Ouais. Et pour moi, après, je te poserai une question qui a été mise sur le live, elle était intéressante aussi. Mais pour toi, c'est quoi comment tu te sens pour toi, c'est quoi le facteur qui dit ma séance, elle a été réussie ou j'ai pas réussi ma mission sur cette séance-là? C'est quoi le point d'ancrage qui fait que pour toi, en tant que coach, tu sens que tu as réussi ta mission le jour de cette séance-là, le jour de cet entraînement-là, ou que tu te dis j'ai pas réussi? Bah, c'est pas compliqué. Regarde, par exemple, si j'étais sur un thème contrôle orienté, frappe, si sur mon exercice, je vois que bah, sur mon exercice de 10 minutes, bah, il a beaucoup frappé, il a fait beaucoup de contrôle orienté. Derrière, je vais être sur de la correction. Et là, ça voudra dire que déjà, j'étais sur le thème de ma séance. Donc, ça va déjà me conforter. Si je vois qu'ils ont eu de la répétition, c'est clair, si sur une séance de 10 minutes, le petit, il a frappé 4 fois. Là, je me dis qu'il y a un souci, j'ai mal organisé. C'est-à-dire que je n'ai pas fait assez d'ateliers. J'ai fait 2 ateliers où ils étaient 10 et 10. Et au final, ils ont tapé 4 fois dans le ballon. Ils ont pas beaucoup travaillé tout ce qui était contrôle orienté. Donc au final, j'aurais pas eu assez de correctifs. C'est pour ça que moi, chaque saison que je démarre, je veux absolument avoir un adjoint avec moi. Je peux pas démarrer une saison si j'ai pas un mec avec moi. Parce que ça nous permet de bien bosser, de bien travailler, d'avoir des groupes qui vont être séparés. Un qui va aller bosser là-bas un atelier contrôle avec de la frappe, mais il va être surtout sur le correctif du contrôle. Et moi qui va bosser le contrôle frappe, mais je vais être sur le correctif de la frappe. Là, tu es au top. Ok, magnifique. Une dernière question sur l'entraînement, après on passe en match, et c'est important. Euh, Tu sais, dans le football, on en a parlé souvent, et j'ai mis un résumé sur un live que j'ai fait avec Zachary Labidi, qui a été formé à l'OL. Il y a Ouais, beaucoup, que beaucoup. j'ai connu. Ouais. Ah, bah du coup, voilà, Ouais. tu vois, Zachary nous a parlé, comme souvent dans nos lives avec les joueurs qui sont sortis de centre de formation ou étaient pros, c'est les gammes. Répétition des gammes. Ouais. Stringer, j'ai vu tes coucous depuis tout à l'heure, je pense que c'est pour Mamad. Stringer, il te dit bonjour depuis tout à l'heure. Ah, Enfin, bonsoir. Donc, la répétition des gammes, si tu devais mettre un pourcentage ou une évaluation ou une quantité, toi, je te parle de toi, hein, je ne te dis pas ce que, entre guillemets, à combien tu le quantifies, mais à combien de quantité tu arrives à faire dans la semaine? Comment tu arrives à travailler les gammes? À combien de fréquences, voilà.
À combien de fréquence tu arrives à travailler les gammes En fait, sur une séance, nous, on va pas se mentir, les clubs amateurs, c'est ce qu'on fait le moins, les gammes. On va pas se mentir. C'est ce qu'on fait le moins. Moi encore, ça va. Attends, si, j'étais sur de la R1, donc on avait 3 séances. Mais on va pas se mentir. Les gammes, tu le fais à l'échauffement. À la limite, moi, je me rappelle, c'était sur ma séance du lundi, parce que sur ma séance du lundi, c'est la séance de récupération. Tu as joué le dimanche. La séance du lundi, c'est de la récupération, donc tu es sur des gammes et que sur du jeu essentiellement. Tu vois. Donc là, tu fais des gammes à l'échauffement, tu peux faire des gammes sur ton jeu, mais après, tu es sur du jeu, tu vois. Et après, la séance du mercredi, nous, par exemple, c'était une séance athlétique. On faisait que de la séance athlétique. Et après, le reste du temps, moi, je sais que, voilà, sur le reste du temps, c'est vrai que je faisais beaucoup de gammes. Après, je fais partie des rares qui le font, ça. Parce que moi, je trouve que les joueurs de maintenant, ils ont un manque au niveau de ça. Ils ont un manque. Donc, moi, je sais que sur ça et les joueurs, ça les fait chier. Hein. Les joueurs des clubs amateurs, ça les fait chier. Il n'y a que quand ils rentrent en centre de formation qu'ils se disent « Ah ouais, en fait, je comprends pourquoi ils nous faisaient répéter ces gammes-là. » Et aujourd'hui, j'ai des joueurs d'ailleurs qui sont dans le live, là, que j'ai vu, je pense qu'ils peuvent nous le confirmer. Quand je leur disais vers les gammes, ça leur cassait les couilles. Ils ne me le disaient pas, mais je le sais. Et je le sentais. Et aujourd'hui, quand ils sont en centre et qu'ils le font, c'est là qu'ils se disent « Ah ouais. » Et j'ai le meilleur exemple avec un petit qui s'appelle Etienne Camara, que j'ai eu, qui est aujourd'hui en Angleterre, et c'est le premier à me dire « Mais Mamad, je comprends pourquoi vous nous preniez la tête sur les gammes. » Il me dit « Je m'entraîne avec les pros, sur les gammes, même moi, des fois, je suis dépassé. » Pourtant, le joueur dont je te parle, techniquement, c'est du top niveau. Il me dit « Même moi, des fois, j'ai limite les jambes qui tremblent tellement c'est appliqué, il y a de la qualité. » Ouais. Et je lui dis « Ouais, bah ouais. » Et c'est là que tu vois vraiment la différence entre un joueur de centre de formation et un joueur d'un club amateur. Ouais. J'ai encore un exemple, une anecdote avec un joueur, je me rappelle qu'on avait il y a 3 ans, un top joueur. Top joueur, il va en essai à Caen. Et après l'essai, moi j'ai le mec de Caen qui m'appelle pour me dire comment ça s'est passé. Ils l'ont éliminé à l'échauffement, sur les gammes. Parce qu'en fait, il a pas été sur l'échauffement. Ils ont vu que techniquement et tout, dans sa qualité de passe par rapport aux autres, bah, il y avait une différence entre lui et les autres. Ouais. Et rien que sur ça, ils m'ont dit que déjà ça allait être compliqué. Après, ils l'ont laissé quand même faire le jeu et tout. Mais après, il n'a pas été transcendant non plus sur le jeu. Et au final, avant le jeu, ils s'étaient déjà fait un a priori, tu vois, sur lui. Parce que c'est vrai que maintenant, les gammes, c'est quand même. Bon, c'est pas. Ça ne te dit pas que tu es un top player. Par contre, ça ne ment pas. Un contrôle, une passe avec de l'intensité, c'est ce que tu vas retrouver au match. Donc, si tu n'es pas capable de le faire en échauffement, tu t'imagines en match avec de l'intensité, c'est plus compliqué. C'est intéressant parce que là, tu m'as fait ma transition. Je t'ai dit qu'on allait parler au match. En fait, tu savais ce que j'allais te poser comme question. Tu fais mon live, toi, à ma place. Non, je rigole, mais c'est bien. C'est une bonne transition. C'est bien parce que je voulais parler de match. Mamad, là, on arrive, on est en match. Il y a quelque chose qui est propre à tous les coachs que j'aimerais qu'on mette en avant là tout de suite sur le live. Tous les coachs le font. Et j'aimerais que toi, tu me donnes ta méthodologie et pourquoi. Enfin, là, tu me décrives l'importance de ce truc-là. Et comment toi, tu le prépares? Quand tu me dis la méthodologie, c'est-à-dire? C'est-à-dire comment toi, tu le prépares, en fait. C'est comment toi, tu t'organises pour faire ce truc-là, en fait. Et ce truc-là, c'est la causerie. C'est quoi le secret de ta causerie? C'est quelqu'un qui t'en a parlé ou? Non, franchement, non, même pas pas. du tout. Parce que pour moi, chaque coach a une causerie. Et moi, pour moi, en tant que joueur, comme tu vois, moi, j'étais dans un vestiaire. Et je me suis toujours posé la question, comment un coach, il prépare sa causerie? Comment ça se passe? Comment, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, sur des coachs, c'est beaucoup de points faibles, c'est ce truc-là, la causerie. Il y en a qui ont du mal sur ça. Moi, j'ai de la chance, ça fait partie de mes qualités fortes, la causerie. Qui n'a pas peur de prendre la parole dans un groupe. Devant Alors du monde. Il y a un super joueur de Saint-Etienne qui vient de se connecter là. Lucas. D'ailleurs, vous m'avez fait perdre de l'argent, Lucas, à Saint-Etienne. J'avais joué Saint-Etienne là, contre en Coupe de France là, contre Sochaux. Vous avez perdu. J'ai perdu de l'argent à cause de vous. Donc, tu me dois quelque chose. Franchement, un super joueur, Lucas. Très bon joueur, Lucas. Très bon garçon, très bon état d'esprit. Et comme je te disais, sur la causerie, moi, c'est quelque chose que je prépare pas. En fait, c'est instinctif. C'est instinctif. Je n'ai pas besoin de me dire aujourd'hui, les gars, je vais leur dire ça, je vais leur dire ça. Et après, on me l'a déjà reproché. Des fois, je parle peut-être un peu trop. C'est pour ça que maintenant, je fais attention. Je mets mon chrono. Et ça doit. Ma causerie, je ne veux pas qu'elle dépasse 5 minutes. Deuxième question. Parce qu'après, les petits, je les perds. Deuxième question, là.
Comment? Il y a un décalage sur ton son ou pas? Parce que moi, je Non, non, t'entends non, bien. c'est bon là, c'est bon là, c'est bon. J'ai dit, tu as anticipé ma deuxième question. Donc, toi, tu me Ah, dis qu'en vrai, toi, ça vient naturel. Donc, en gros, est-ce qu'en fonction de l'adversaire, tu prépares une causerie? Il y a une ouais, équipe qui joue au-dessus. Ok, bien d'accord, tu la sûr, prépares quand bien même. sûr. Regarde, je vais te donner un exemple. Nous, par exemple, l'année dernière, j'avais les 16 R1. Le championnat, bon, on n'a pas pu le finir à cause du Covid. On était une des seules réserves du championnat, tu sais, pour monter au championnat national. Donc, c'est-à-dire qu'au final, on joue contre des équipes qui voulaient monter ou qui jouaient leur maintien. Au final, le championnat, bah, on le finit deuxième et on a battu tous les premiers. C'est-à-dire que c'était Sarcelles, le PFC, le Racing, toutes les équipes qui jouaient le haut de tableau, on les a tous battus. Parce qu'après, je pense que, en fait, pour moi, en étant coach, c'est plus facile de jouer du haut de tableau que du bas de tableau. Bien sûr. Et en fait, après, c'est de la motivation intrinsèque. Donc, c'est facile de motiver des garçons pour aller jouer le haut de tableau que pour jouer le bas de tableau. Moi, je me rappelle l'année dernière, les matchs les plus durs qu'on a eu, c'est quand on a joué les bas de tableau. Quand tu joues le haut de tableau, c'est facile de les motiver, c'est facile de les piquer pour aller chercher le résultat. Et je pense que voilà, c'est propre à chaque coach après aussi. C'est à combien tu quantifies, à combien de minutes pour toi tu devrais faire un bon coach? Combien la causerie, elle doit durer combien de temps au maximum? Franchement, pour moi, 6 minutes, 5-6 minutes. Moi, je sais que des fois, je dépasse. Hein. Des fois, je vois les joueurs, je vois dans leur tête, ils se disent, ah ouais, Matt, il parle trop, il parle trop, il parle trop. Mais c'est pour ça que maintenant, je fais attention à ça. J'essaie de ne pas dépasser 5-6 minutes. Mais moi, c'est trop important. J'ai trop besoin de leur faire comprendre des choses. Parce qu'après, quand tu rentres sur le terrain, il ne faut pas qu'on se retrouve à la mi-temps et que je leur dise, eh, vous avez vu, les gars, je vous avais dit que. Et moi, j'aime bien faire ça, en fait. Leur dire tout et après leur dire, les gars, vous avez vu, quand on va revenir sur la deuxième, là, quand on va revenir à la mi-temps dans le vestiaire, il ne faut pas que je vous dise, ben voilà, je vous avais dit le 9, il ne fallait pas le laisser se retourner. Tu vois, un truc comme ça. Donc, le petit va tout faire pour ne pas laisser se retourner le 9, par exemple. Parce qu'il sait que quand il va revenir, je vais le prendre et je vais dire, t'as vu, pourquoi j'ai insisté sur ça? Je te l'ai dit, tu n'as pas été capable de le faire. Tu vois. Donc, des fois, je donne peut-être trop d'infos, mais je préfère les donner, même pour moi, pour ma conscience personnelle, me dire, je lui ai dit. Tu vois. Est-ce que tes infos sur le joueur, sur la tactique d'un match, tu la prépares en amont aux entraînements dans la semaine? Tous les détails, tu les donnes aux entraînements ou tu te donnes le jour de match pour détailler les adversaires contre qui ils vont jouer? De dire, Non, voilà, ouais. Mm. Moi, je suis un psychopathe sur ça. J'aime bien me renseigner, j'aime bien savoir contre qui je vais jouer. Ça veut dire qu'après, on a aussi un réseau de coachs qui fait qu'on peut s'appeler. Moi, je m'entends bien avec tous les coachs, tu vois. Donc, j'aime bien appeler le coach en me disant, ouais, c'est quoi leur point fort, c'est quoi leur point faible, le neuf, il est comment, qu'est-ce qu'il ne faut pas le laisser faire, leur point fort, leur point faible, tu vois. Et de ça, je m'adapte à ça. Et généralement, c'est ce que je me rappelle l'année dernière, on a beaucoup fait comme ça. Ça veut dire que limite, les joueurs, ça les agace, parce qu'ils disent, ah ouais, ils nous parlent que du neuf, mais on dirait qu'il n'y a que lui dans l'équipe. Mais voilà. Mais au moins, on l'a bien préparé la semaine et on sait que voilà, le week-end, ça, on l'a travaillé la semaine. Donc ça, on va bien le faire. Et donc, si on le fait bien, ben, on a plus de chances déjà de ne pas perdre le match. Tu vois. Mais je fais beaucoup attention à l'adversaire. Je me calme beaucoup sur l'adversaire, c'est vrai. Ouais. merci. Et du coup, j'ai une très bonne question de Youssef, qui lui aussi est coach au Racing. Tout à l'heure, il m'avait posé la question par rapport à TU16. Je reviendrai sur l'autre question, mais celle-là, elle est en rapport à la causerie. Est-ce que tu interviens avec tes joueurs pendant leur réchauffement ou tu les laisses, voilà, tu as déjà parlé à la causerie, tu les laisses en autogestion à l'échauffement? Non, ouais, c'est exactement ça. En fait, moi, je fais la causerie. Après, je les laisse avec mon adjoint. J'interviens plus. J'interviens plus que quand ils rentrent dans le vestiaire, tu sais, pour venir boire, remettre le maillot. Et pour partir, deux, trois mots, on repart. Mais déjà, je les ai saoulés pendant 7 minutes à la causerie. Après, je les laisse. Je les laisse. Ils sont avec l'adjoint. Ils font l'échauffement. Je regarde. Si je vois qu'il y en a un ou deux qui sont pas dedans, je vais les voir. Je commence à leur dire, à les alerter. Parce que généralement, un petit qui est pas dedans à l'échauffement, il te nique ton début de match. Il est pas bon sur le début de match. Ça, c'est un truc qui ment pas. Tu n'es pas bon à l'échauffement, ton début de match, il va pas être bon. Tu vois. Donc après, je les alerte très rapidement et on repart. Mais j'essaie de ne pas être omniprésent, par contre, sur ça. Ouais. Merci pour ta réponse. J'ai une question aussi qui va, là, être coach, c'est être juge. Tu juges les qualités d'un tel ou d'un tel et que tu vas peut-être plus mettre une personne, tu vas mettre un joueur en avant parce que tu as un groupe élargi et tu dois en mettre 11 sur le terrain. Donc, à un moment donné, tu dois juger la capacité d'un enfant ou d'un joueur à faire ce que tu lui as demandé. Ouais. Comment, toi, tu expliques. Est-ce que déjà, quand tu ne fais pas jouer un joueur,
est-ce que tu lui expliques pourquoi ou tu lui prouves que c'est la conséquence de ce que tu as demandé? Par exemple, est-ce que c'était déjà arrivé à ce qu'un joueur, voilà, tu l'as pas fait jouer, il vient te voir et dit ouais, mais pourquoi je joue pas? Comment Ouais, toi, ça comment m'est ça se déjà passe? arrivé, ça m'est même arrivé pire que ça. Bah oui. Mais c'est, en fait, cette dimension psychologique, je fais bien d'en parler, elle est très importante. Bah, surtout à Torcy, parce qu'à Torcy, le joueur il vient jouer à Torcy, c'est pour jouer en équipe 1. Hein. Pour Ça ne t'attendre l'intéresse jouer, pas bien d'aller sûr. jouer en B ou en C, ça ne l'intéresse pas. Et je te redonne encore l'exemple de l'année dernière. C'est vrai que j'avais un effectif avec beaucoup de concurrence sur les postes, tu vois. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, quand ils sont tous bons, c'est dur hein, de faire des choix. Malheureusement, tu vas faire un déçu. Quoi qu'il se passe, tu feras un déçu et un content, tu vois. Donc après, au final, tu es obligé de faire un choix. Après, tu essaies de faire le meilleur choix possible. C'est pour ça que c'est important d'être deux. C'est-à-dire que toi, tu as ton ressenti, l'adjoint va donner son ressenti. Soit ben, vous êtes d'accord tous les deux, ça s'est réglé, vite fait, bien fait. Ou soit bah, vous n'êtes pas d'accord, donc on essaie de discuter. Et après, au final, c'est moi qui tranche. Mais c'est vrai que l'année dernière, après, moi, ce que je faisais sur les débuts de saison, c'est-à-dire que je les prenais un par un dans un bureau, je leur disais, bon, ce week-end, tu joues avec un tel ou un tel. Et je donnais plus d'explications à celui que je ne prenais pas. Tu vois? Mais ça, je le fais que pendant un mois et demi. Après, c'est fini. Après, Bah, je le fais. justement, j'ai une question. On va aller en profondeur sur ça. Est-ce que tu penses que c'est bien? En fait, c'est une question sans lettres, hein, mais c'est surtout une analyse. Sachant ce qu'il y a. Tu m'entends ou pas? Parce que tu m'entends bien? Ouais, je remets juste bien. Ouais. Sachant ce qu'il y a au-dessus, sachant l'environnement du dessus. Quand je te dis au-dessus, c'est le monde professionnel, c'est les seniors. Est-ce que c'est judicieux d'expliquer? Je ne dis pas que c'est pas bon de le faire, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais est-ce que Ouais. c'est judicieux d'expliquer les choix aux joueurs en sachant qu'en senior, ils vont peut-être être face à des entraîneurs qui vont faire leur choix et qui ne vont pas forcément leur expliquer? Excuse-moi, je reprends juste. Ouais. Donc, Merci Saline, c'est gentil. en fait, en U16, ils sont encore loin du monde senior. Ils sont encore loin du monde senior. Si j'avais des U19, je changerais ma méthode. Les gars, c'est de la concurrence. Le meilleur, il est capable, il joue parce que c'est le meilleur. Ça a été le meilleur à l'entraînement. Si vous n'êtes pas bon, c'est vous qui devez à un moment donné de faire comprendre que j'ai pas été bon, donc j'ai pas été pris. Tu vois. Après, il y a ceux qui se trouvent des excuses. Le coach, c'est un suceur. C'est un suceur, il me prend pas. Non, mais il y a des darons, regarde. Non, Laisse mais les mots, après, laisse c'est le les mots, langage. laisse les mots, Aujourd'hui, laisse on les va pas. mots. Moi, je te parle comme si on était que nous deux. Moi, ça me Mais c'est gêne la pas, moi. vérité. Moi, Je- ça me gêne on- pas, hein, mais bon. Parce Laisse que les mots, laisse les mots. c'est le terme exact que les jeunes sortent. C'est la vérité. Donc, Bon, garde ton mot, c'est bon, garde ton mot. on va pas se mentir. Donc, soit il y en a qui vont se voiler la face en disant ça, mais aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'un coach, même si aujourd'hui il y a un joueur il n'aime pas par son comportement ou parce qu'il a une façon d'être, si il peut lui faire gagner des matchs, n'importe quel coach va le prendre. Voilà. Et c'est José Mourinho le premier qui te le dira ça, tu vois. Et c'est vrai que dans la pédagogie, en 16, je pense dans toutes les catégories, à part arriver, pour moi, en U18, en U19, tu dois toujours expliquer ton choix aux joueurs. Mais pas pendant toute l'année, hein, parce qu'à un moment donné, tu t'en sors plus. Hein. Toute l'année, tu dis aux joueurs, ouais, bon, tu joues pas à cause de ci, tu joues pas à cause de ça. Non, après, à un moment donné, je t'explique, voilà, aujourd'hui, tu joues pas à cause de ça, il faut que tu fasses des efforts sur ça, ou il y a lui à ton poste qui est clairement meilleur que toi. Et puis après, à un moment donné, quand on arrive sur le 3e ou 4e mois, l'autocritique, c'est à eux d'être capables de se la faire tout seul. Après, tu en as toujours un qui va venir te voir. S'il vient te voir, il ne faut jamais fermer la porte. Je ne comprends pas pourquoi je ne joue pas, je t'explique. Par contre, si tu viens me voir 5 fois, tu ne comprends pas pourquoi tu ne joues pas, à un moment donné, moi, je ne suis pas bureau des pleurs. Je te l'ai expliqué 4 fois, tu me reviens voir 5 fois, ce n'est pas la peine. Voilà. Bah, Ma écoute, porte est ouverte, mais elle n'est pas non plus, à un moment donné, il ne faut pas en abuser. Ouais. tu te définirais comment? Comme un pragmatique, je vais expliquer pour tout le monde, ou un dogmatique? Ça veut dire qu'en vrai, est-ce que toi, pragmatique, c'est quelqu'un qui est capable d'adapter sa formation et ses idées à une situation? Ça veut dire, voilà, tu es en train de perdre 1-0 et tu es pressé de fou par l'équipe adverse, et tu vas te dire que vas-y, c'est pas grave, aujourd'hui, je vais pas réussir à jouer au ballon, je vais plus mettre des joueurs qui vont être dans la transition parce que l'adversaire me force à faire ça. Ou est-ce que tu vas être dogmatique, qui est un peu l'image de Pep Guardiola, Ouais. qui va être sur tes bases, tu vas rester sur ça, tu vas dire, écoute, moi, je sais que je suis plus fort que l'adversaire et je vais rester sur mes idées de jeu.
T'es plus quoi? Clairement pragmatique à 101%. Et ça m'est déjà arrivé. Moi, après, j'ai des principes de jeu. Mais comme je dis à mes joueurs, tu sais, il y a des fois, tes joueurs, ils sont pas dedans. Tu as vu, ils sont pas dedans. Ils n'arrivent pas à faire 3 passes. Tu te dis, hey, les gars, aujourd'hui, on va être dégueulasse. On va pas être beau. Il faut l'accepter. Mais il faut qu'on aille chercher un résultat. Voilà. On sera pas beau, c'est pas grave. Mais au moins, il faut qu'on soit solide, rigoureux et efficace. Et voilà, il faut l'accepter des fois d'être pas beau. C'est comme je dis à mes joueurs toujours, à un moment donné, dans un match, il y a toujours un temps faible. Ben, sur ce temps faible-là, c'est ce moment-là où on doit tous se serrer les coudes, être un peu, accepter d'être moins beau, moins bon, et être plus charreau, comme je dis, charreau. Voilà. Et c'est un nuage qui passe, il ne dure jamais longtemps. Il faut juste être capable de bien gérer ce temps-là. Merci pour ta réponse, c'est top, parce que je voulais vraiment savoir ça. Je t'ai entendu aussi beaucoup dire que entraîner, c'est pas entraîner, une équipe, c'est entraîner un groupe. Mm. Est-ce que tu peux me expliquer sur ça, s'il te plaît? Tu peux me donner ton explication de ça? Parce que je trouvais que c'était intéressant ce que tu disais. Bah, en fait, pour moi, je suis toujours parti du principe que le football, avant que ça soit une équipe, c'est un groupe. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai un groupe, par exemple, je dirais de 16 joueurs. Si je compte que sur les 14 mêmes ou les 13 mêmes, si j'ai un groupe de 18 joueurs et que je compte toujours sur les 14 mêmes, à un moment donné, si j'en ai 4 ou 5 qui me plantent, les autres, c'est des roues de secours. Ça veut dire que le jour où je vais aller les chercher, t'inquiète pas que dans leur tête, ils vont se dire ah, lui, il me prend pour une roue de secours, il me prend, c'est pas comme ça. C'est pour ça que moi, j'implique toujours tout le monde. Ça veut dire que, comme je dis, il y a une phrase que j'aime bien dire tout le monde est essentiel, mais personne n'est indispensable. Tu vois. Et ça, c'est une phrase forte de faire comprendre que le plus important, c'est le groupe avant tout. Et ça s'est joué aussi en ma défaveur. Je me rappelle l'année dernière, d'ailleurs, je pense qu'il est dans le live. J'avais mon capitaine. Mon capitaine, l'année dernière, c'était un de mes meilleurs joueurs. Hein. Dès qu'on l'avait, je savais qu'on n'allait pas perdre. Et à un moment donné, sur les séances, il n'arrivait plus à venir les 3 fois. Il n'arrivait plus à venir les 3 fois. Il venait une fois. On aurait pu passer à côté avec le coach. On dirait, là, il faut qu'on gagne les matchs. En plus, là, on joue le tableau. Vas-y, on le met. On s'en fout. Et au final, on a dit non, c'est pas possible. On va pas le prendre. Je me rappelle. On l'a pas pris. On a perdu en plus. C'était contre les Gobelins. On l'a pas pris. Derrière, on en prend 4. On perd 4-2 contre les Gobelins. Mais au final, on ne regrette pas de l'avoir fait parce qu'en fait, ça nous a donné aussi une légitimité par rapport au groupe en se disant ah ouais, je préférais mettre ce garçon de côté là, prendre un autre garçon. En plus, nous, ça nous a permis de donner la chance à un autre garçon, tu vois. Et de se dire, ben voilà, on a perdu, mais c'est pas grave. Nous, au moins, on est resté sur nos principes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le plus important, c'est le groupe. Ce ne sera pas le résultat du match. Et ça ne sera pas un joueur qui va nous faire dire aujourd'hui, non, on va le prendre. Non, voilà. C'est un message qui va te faire gagner, dans le temps, en fait. Parce que les joueurs, ils vont se dire, même si le joueur, il sait que c'est le meilleur du groupe, il sait que s'il ne vient pas, les 3 séances, bah, il ne jouera pas. Donc, il fera l'effort de venir sur les 3 fois. Tu vois. Magnifique. Donc, à long terme, ça te fera gagner. Ouais, magnifique. Et est-ce que aujourd'hui, en tant que coach, bien sûr que là, on parle encore de Torcy et c'est pas encore, vous n'avez pas les moyens d'être développé et d'utiliser des outils professionnels, tu vois. Mais toi, en tant que coach aujourd'hui, est-ce que tu utilises des outils qui t'aident à avoir un baromètre sur ton équipe? Par exemple, peut-être, tu sais, il y a des trucs My Coach Pro, il y a de la vidéo, je ne veux pas te dire plein de... Mais est-ce que tu utilises des outils extérieurs qui te permettent d'avoir une vue d'ensemble sur ton coach, sur ton équipe ou sur tes résultats? Non, par contre, j'avais commencé à faire de la vidéo. Après, c'est un peu dur parce qu'il faut trouver quelqu'un qui filme, etc. On a réussi à le faire sur les matchs de prépa. Et franchement, c'est magnifique de travailler avec la vidéo. En fait, tu vois tout. Tu vois tout. Et c'est surtout, demain, tu dis à ton défenseur central qu'à un moment donné, à chaque fois, il était mal aligné. Et lui dit, mais si, je t'ai bien aligné. Tu la ramènes, tu lui fais voir la vidéo en 1 minute. Il dit, ah ouais, ok, d'accord. C'est pour ça que les clubs pro aussi, ils sont en avance sur ça. C'est en centre de formation, c'est magnifique. Les petits, indirectement, ils savent qu'ils sont filmés, donc ils vont être encore plus concentrés, plus rigoureux. Parce que c'est toujours. Moi, j'ai des joueurs qui me le disent, c'est toujours l'affiche quand tu viens sur la séance vidéo, tu as le coach qui te dit, regarde, tu vois, c'est toi, à cause de toi qu'on prend le but. Ouais. Tu peux pas dire c'est pas moi sur la vidéo, tu es obligé. Exactement. C'est pas moi. Et ce qui est intéressant, c'est que bientôt sur mes lives, là, comme je t'ai dit qu'on parlait de beaucoup d'acteurs sur le football, je vais faire un live avec quelqu'un qui a développé cette idée-là. Justement, ça s'appelle Clubvisor. Et ils sont
avec les clubs amateurs, ils font de la vidéo. En fait, ils filment tous les matchs. Je pense que ça doit être un partenaire avec les clubs, mais ils font de la vidéo, des matchs de toutes les catégories qu'ils veulent. Ils sont vraiment là pour apporter cet outil visuel, en fait. Donc, Ouais. c'est pour ça que je t'en parle, parce que pour moi, je trouve qu'en tant que joueur, ça m'a aidé. Et voilà, je voulais avoir ton avis sur le retour de la vidéo, tu vois, dans un groupe et dans ta manière de coacher, tu vois. Il y a aussi un aspect que je voudrais qu'on mette en avant, parce qu'aujourd'hui, on est à un tournant, je pense, encore plus avec le Covid-19, enfin la Covid. Toi, en tant que coach, quel regard tu portes sur l'explosion, on va dire, entre guillemets, c'est pas péjoratif, ça peut être même positif ou négatif, ça dépend de la vision de chacun, des préparations personnalisées ou tu vois, du coaching personnalisé qui se développe autour du joueur amateur. Ben, moi, j'en fais pas mal en plus, moi. Moi, je le fais depuis maintenant, ça s'est très bien développé. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, quand j'en faisais, il n'y en avait pas beaucoup qui le faisaient, tu vois. Moi, je le fais sur des petits, ça s'appelle du spécifique, et je le fais aussi sur des joueurs, pas mal de joueurs en centre, et quelques Ok. joueurs professionnels aussi, tu vois. Ok. Et maintenant, c'est vrai que c'est là que tu dis que maintenant, aujourd'hui, les joueurs, ils se donnent tous les moyens pour progresser, pour arriver. Moi, je trouve ça bien aussi. Parce que tu te donnes les moyens entre guillemets, de tes ambitions. Quelqu'un qui va avoir des lacunes, je sais pas, par exemple, avec son pied faible, ben, il va faire du spécifique en plus de ses séances d'entraînement, qui va le faire aussi progresser. Donc maintenant, il faut vivre avec. De toute façon, tu regardes avec les professionnels. Moi, je vois sur les professionnels, c'est ce qu'ils demandent, surtout sur les vacances, tu vois. Et il y en a même en plus de leur séance d'entraînement au quotidien. Ouais. Est-ce que tu penses que avoir 4 entraînements par semaine avec un groupe et rajouter à combien toi qui justement tu fais du coaching personnalisé, combien tu conseillerais si tu étais un médecin, tu prescrirais à un joueur de séances perso? Combien un joueur, par exemple, je suis un joueur, j'ai 4 séances par semaine. Tu te dis que voilà, je serais apte à absorber combien de Franchement, à 4 séances, c'est pas la peine. 4, déjà 4, 4, ça veut dire que tu es au niveau N2. Tu fais de la N2, N3. À part avoir plus de chances de te blesser, pour moi, il n'y a aucun intérêt. C'est intéressant, alors que toi, tu es Ouais. dans la préparation. Ouais, il n'y a aucun intérêt. Ouais. Et quel intérêt tu donnes à la préparation individualisée, tu vois, la perfection des gestes et tout ça, à des jeunes joueurs? Quand je dis jeunes joueurs, je parle de U7, même il y en a qui le font en moins que ça, à U12. Quelle importance tu donnerais? En fait, je ne vais même pas donner une importance. Je trouve que ça peut être bénéfique aussi parce qu'en fait, après, ça dépend comment la personne fait son spécifique. Si c'est un mode spécifique académie avec un groupe de 12 joueurs, c'est pas du spécifique. Hein. Spécifique, normalement, ça ne dépasse pas 5 joueurs, tu vois. Parce qu'à partir de 12 joueurs, tu n'es pas sur du spécifique, tu es sur un entraînement de groupe. Tu vois ce que je veux dire? Alors que du spécifique, c'est avoir une répétition sur le geste en étant précis. Ça veut dire que si on bosse à 4, le petit abus, il va avoir de la répétition, il va avoir plus de répétition que s'il était sur un groupe de travail de 14. Dans le correctif aussi, tu es un coach pour 4. Ça veut dire que dans la correction, tu es dans l'aspect technique très précis, tu vois. Donc, c'est ce qui fait la différence aussi. Ouais. C'est super important ce que tu dis. C'est plus précis. Ouais. Et est-ce que aujourd'hui, parce que c'est aussi très développé, quel regard tu as entre les joueurs? Parce qu'il y a beaucoup d'académies aussi qui s'ouvrent autour de Oui, maintenant, c'est énorme. Donc, ouais. quelle image tu as de ces académies, justement, en comparaison avec des clubs? Parce que voilà, il y a plein de gens qui vont me dire, ouais, mais je suis en club. Est-ce que c'est intéressant pour mon fils, pour mon cousin, pour mon petit, d'aller en académie? Franchement, aujourd'hui, j'ai pas réellement d'opinion, mais en fait, j'arrive pas à comprendre le concept de l'académie. Pour moi, l'académie, c'est comme en Angleterre. L'académie, c'est ton club. En fait, c'est l'académie, c'est ton club. J'arrive pas à comprendre qu'un enfant ait un club et plus une académie. C'est-à-dire que c'est quoi le but de l'académie? Il peut pas jouer le week-end samedi avec son club, après jouer le dimanche avec l'académie. Là, c'est du surentraînement, tu vois.
Donc après, ça dépend comment, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu appelles par académie, par exemple? Parce qu'il y a il y a des gens qui créent leur académie avec des joueurs Mhm. qui sont déjà licenciés dans certains clubs, qui Ouais. leur apportent justement des séances en plus dans un groupe. C'est comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas 4 joueurs, c'est peut-être 10 Mhm. trucs. Et bah, à certaines périodes, ils permettent à des jeunes de faire des matchs, des tournois et plein d'autres choses, quoi. Après, franchement, j'ai pas de. Moi, en fait, en fait, si quelqu'un me pose la question, je vais lui demander, bah, dis-moi, donne-moi l'académie. Et après, c'est poser la question à la personne. Qu'est-ce que tu apportes en plus en complément de son club, en fait? Parce que tu joues aujourd'hui, je sais pas, un joueur qui joue à Torcy, 3 séances d'entraînement, quel intérêt d'aller dans une académie? Bah, Je... la course à la signature, parce que la course à la signature, tout le monde pense que plus tu joues, plus tu vas signer. Tu vois ce que je veux Ah dire? non, c'est pas. Non. Après, par contre, les académies, tu as vu là, pendant le confinement, ça a bien servi. Hein. Bien Parce que sûr, eux, bien sûr. les C'est pour ça que académies, je te pendant dis le que confinement. c'est pour ça que je te dis que c'était pas du tout une critique, parce que pour Non, moi, mais moi, c'est pour ça que je veux même pas critiquer ou donner une opinion négative, parce que j'ai pas en fait de réelle opinion, que ça soit négatif ou positif. J'ai pas de. Il faudrait avoir plus de tenants et aboutissants en fait de chaque académie. Je pense que chaque académie va te donner ses arguments. Et après là, je te dis ah oui, là ok, je trouve un intérêt. Et là, je te dis non, je trouve pas d'intérêt. Donc je préfère même pas donner. tu as Je, bien raison, c'est je top. me- Merci ouais. Pierre, c'est gentil mon frérot. Qu'est-ce que j'allais dire? Maintenant, je vais rentrer sur l'aspect, est-ce que toi, dans ta préparation athlétique, professionnelle, bien sûr sur le pro, je pense que oui, mais euh, quelle importance tu mets à la préférence motrice d'un joueur? Quand tu dis préférence motrice, c'est-à-dire. Moi, je suis plus acté sur le recrutement, tu vois. C'est Ouais. sur le truc, c'est le métier sur lequel je m'oriente le plus. Les week-ends, je regarde beaucoup de joueurs. Et bah, à force d'avoir joué au foot, tu connais, tu sais les joueurs ont des préférences motrices. Ça veut dire un joueur, il a l'habitude d'aller à droite, il a l'habitude d'ouvrir sa D'accord. hanche, il a l'habitude quand il est devant le but, un attaquant, il a l'habitude beaucoup plus de croiser que Ouais. d'ouvrir. Les Est-ce que gestes préférentiels. c'est circuit préférentiel, mais ça s'appelle généralement préférence motrice parce que c'est dans sa Mhm. motricité. Quand il est en difficulté, en fait, le joueur il va souvent faire la même chose. Tu vois. D'accord. Sur 10 actions, il va t'en faire 7 de la même manière parce qu'il est à l'aise dans cette situation-là. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, est-ce que ça, cette approche-là, tu le mets en avant dans ta séance ou pas forcément? Non, franchement, je fais pas très attention à ça. Après, ça va être propre à chaque joueur. Tu sais, c'est comme quand, si tu as coaché, tu as toujours eu un joueur au-dessus qui était un peu plus fort que les autres et qui va être habitué à faire sa spéciale. Le mec, il est gaucher, il va tenter toujours le même dribble à gauche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas lui dire non, je veux pas que tu fasses ça, et que là, tu vas utiliser ton pied droit, tu vas rentrer un petit peu à l'intérieur. Ou tu vas être malin, sans lui dire, au lieu de jouer à gauche, tu vas le mettre à droite. Comme ça va l'obliger à rentrer intérieur pour être sur le pied fort, enroulé. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu le mets gaucher à gauche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accélérer, il va centrer. Il va accélérer, il va centrer. Tu vois, si tu le mets à droite, il va avoir tendance à rentrer à l'intérieur pour se mettre sur son pied fort et enrouler. Tu vois, et c'est bien parce que ça va lui permettre de avoir plusieurs flèches à son arc. Tu vois. Magnifique. Une question qui est encore sur la préparation, parce qu'avec toi, c'est large, on peut faire un live assez large, c'est top. Euh, Tu préfères pour un joueur, est-ce que tu es de l'école de. Parce que je l'avais déjà dit sur un autre live, mais Arsène Wenger, il avait dit que lui, quand il avait un joueur, il préférait un podcast. Non, en fait, je les laisserai en replay le live, il n'y a pas de problème, t'inquiète, tu vas sur ma page, tu le verras dans les IGTV, je le laisse toujours, t'inquiète, il n'y a pas de problème, tu le retrouveras. Euh, Arsène Wenger, il disait que lui, il faisait travailler les joueurs dans leur qualité, en gros, à améliorer leur qualité, plutôt Mmh. que de travailler leurs défauts. Donc, dans c'est quoi tu te positionnes comment par rapport à ça, toi? Moi, je suis. Pourtant, Arsène Wenger, c'est un coach que j'aime bien, mais je suis pas d'accord à 100% avec ça, tu vois. Ouais. Parce que c'est-à-dire que tu le fais développer son point fort. C'est bien, mais c'est-à-dire que tu sais qu'un point fort, à un moment donné, si tu arrives à aller sur du haut niveau, ton point fort, tu pourras plus l'utiliser. C'est-à-dire que par exemple, ton point fort, je sais pas, c'était la vitesse, tu vas archi vite. À un moment donné, tu vas tomber sur un mec qui va aussi vite que toi. Donc ça veut dire qu'est-ce que tu vas faire après? Si tu as travaillé que ton point fort, c'était la vitesse. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, c'est lui donner le maximum de billes possible, qu'il soit le plus complet possible. C'est ce qui va te permettre
affronter plusieurs choses différentes. Pareil, pareil. Et, top. Et euh, c'est quel poste tu préfères? Je ne sais pas si Steph, la question elle est pour moi ou pour Mamad. Je pense que c'est pour toi. Quel poste tu préfères? Quel poste que je préfère? Coacher, je pense. Hein. Le poste, moi, mon poste Que tu préfères coacher, je pense. que je préfère coacher en spécifique. Je Bah, pense, oui, ça doit être ça. ouais, mais les attaquants, moi, c'est les attaquants. Tu travailles devant le but, ça veut dire que tu peux leur donner des petites astuces en plus, par exemple, de faire semblant d'ouvrir le pied pour montrer au gardien que tu vas l'enrouler, fermer au dernier moment, tu vas leur donner des petites indications, en plus, où tu vas prendre du plaisir tout de suite, parce que marquer les buts, c'est ce que tout le monde aime faire, tu vois. Après, c'est plus galère pour les défenseurs. Les défenseurs, tu leur demandes de défendre, donc tu leur fais travailler sur les techniques défensives, où ils vont plutôt subir, donc ils prennent un peu moins de plaisir, tu vois. Donc Intéressant. après, ouais, c'est faire travailler les attaquants quand même, c'est. Intéressant. Il y a une question qui demande, il y a Léo qui te demande, c'est qui le joueur que tu as coaché qui t'a le plus impressionné? Que j'ai coaché. Franchement, après, j'aimerais pas en dire un C'est parce que dur, hein, après, là, on me demande beaucoup, là. tu sais, à chaque fois qu'on me pose cette question, je dis un joueur, tous les autres, ils m'envoient des messages pour me dire ah ouais, Mamad. C'est pour ça que je préfère pas dire. Franchement, j'ai la chance, et c'est une chance, parce que c'est pas moi qui les ai fait devenir comme ça. J'ai fait partie de leur cursus, mais franchement, j'ai la chance d'en avoir eu beaucoup, la vérité. C'est la chance que j'ai. J'en ai eu beaucoup, donc je peux pas t'en sortir un. Bonne Je peux pas réponse. t'en sortir un. Je pourrais, mais je vais pas me faire je vais pas faire de jaloux. Tu la vois, la question que j'ai Ouais. mise? Je vois pas les questions, je les vois pas. Là, en fait, on demande est-ce que tu as vu grandir Bissafi Dot? Ou je sais Oui, pas si ouais, Bissafi, ouais, 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 ouais. c'est son cousin et il est passé par Torcy. Si, Depuis Bissafi que qui tu avait en signé parles. à Monaco, qui était à Monaco. Ouais. Ouais. Bon joueur, Bissafi. Ouais. Malheureusement, qui n'a pas pu aller sur le haut niveau à Monaco. C'est pas passé. Ouais. Ouais. Donc, Qui est aux États-Unis. qu'est-ce que j'allais dire? Après, par contre, je Oui, peux te dire le meilleur joueur que j'ai vu depuis que je dis-moi. coach. Ça, je peux te le dire. J'ai la réponse, mais vas-y, dis-moi. Jeff René Adelaide. Ouais. Ah, c'est pas lui que tu avais dit alors. Ok. Toi, tu parlais d'eux. C'est un qui était dans le live en plus, je crois. Hugo. Ouais, Salut. ça c'est en petit, mais Mm. en grand, le joueur qui est professionnel, le meilleur joueur que j'ai vu de tous les temps à Torcy, c'était Jeff René Adelaide. Ouais. Lui, c'est un extraterrestre. Ouais. Lui, c'était. Pourquoi? Donne-moi ta définition de lui, c'est un extraterrestre. Il faut que tu me parles de ça. Bah, déjà, il était U10, il était avec les U13, si je ne me trompe pas. Et en fait, il pouvait prendre le ballon et dribbler tout le monde et aller marquer. Mais il le faisait en fait avec une aisance comme si c'était un professionnel. En fait, je sais pas si tu te rappelles de Kaka, le joueur Bien Kaka. sûr, bien Ça, sûr. c'était Bien sûr. Kaka en petit, élégant, efficace, très peu de déchets. Euh, et en fait, ces joueurs-là, même en Ile-de-France, tu peux trouver des joueurs qui prennent le ballon, qui dribblent tout le monde. Mais à un moment donné, un mec qui sent le jeu comme lui, c'est-à-dire que le ballon il arrive, lui il a déjà pris l'info, il sait déjà que le ballon il arrive, il te tape une transversale de l'autre côté, le ballon il est déjà là où il voulait la mettre, tu vois. Ça veut dire qu'il était aussi bon avec le ballon que sans le ballon. Lui, franchement, c'était extraordinaire. C'est un joueur dont tu dis, lui, c'est extraordinaire. On veut que tu nous parles, parce qu'on a parlé beaucoup de phase offensive, on veut que tu nous parles de comment, à Torcy, vous bossez le travail défensif. C'est quoi, toi, en tout cas, toi, en tant que coach à Torcy? Bah, après, sur le travail défensif, franchement, c'est propre à chacun. Je suis un menteur si je te dis, oui, à Torcy, on a une base où tout le monde défend pareil. C'est pas vrai. Moi, je sais que, par exemple, j'aime bien, c'est des principes défensifs que j'ai, que ce soit en U10 ou en U16, c'est les mêmes. On défend en avançant. C'est-à-dire que pour empêcher la progression, la progression, on avance, on recule jamais à fond. C'est-à-dire que si on recule, on est sur du recul-frein. Tu le frein, bien sûr. Voilà, et surtout pour empêcher la progression, quand on défend tous. C'est-à-dire que le premier qui déclenche le pressing, c'est l'attaquant. Le premier défenseur, c'est l'attaquant. On défend tous. Voilà. Moi, ça fait partie, par exemple, de mes principes défensifs. On resserre les lignes quand on n'a pas le ballon. Voilà. C'est-à-dire qu'on défend proche les uns des autres pour laisser le moins d'espace possible à l'adversaire. C'est des choses sur lesquelles je suis très exigeant. On est agressif. On est très agressif dans ce qu'on fait. Voilà. Très agressif quand tu t'avances, quand tu mets le contact. Voilà, c'est tout ça. Et il y a une autre question qui vient. Hannibal Majri. Ouais. Est-ce que tu penses que, in fine, c'est fait pour aller au-dessus en pro? Ouais, je pense qu'il fera une belle carrière. Parce que aujourd'hui,
il a des qualités, des facilités, et puis il est en avance sur certaines choses. Donc, après, en tout cas, je l'espère. Après, c'est un joueur que j'ai pas mal en spécifique, qui est aujourd'hui à Manchester. Après, tu ne te retrouves pas à Manchester par hasard, hein. Il n'y a pas de hasard dans le football. Tu ne peux pas te retrouver à Manchester au hasard et puis un club qui t'achète 10 millions d'euros alors que tu n'as pas fait un match en pro. C'est qu'à un moment donné, y a pas de... ils peuvent se tromper, mais je ne pense pas qu'ils se trompent Ils pour investissent pas comme ça, hein. Voilà, et puis au-delà de ses qualités, c'est un bosseur. Voilà, c'est un bosseur. Ça, c'est important. Ouais. Parce que tu peux avoir des garçons forts, mais qui ne sont pas bosseurs. Malheureusement, ceux-là, ça leur fait défaut. Ouais. NGK, est-ce que tu peux reposer ta question, enfin réécrire ta question, je vais la poser, t'inquiète. Qu'est-ce que j'allais dire? Il y a une question qui est super intéressante, c'est Espérance de Rennes qui la pose. Parce que Salut, Espérance de Rennes, je connais. il te demande, est-ce que tu penses qu'un joueur qui est polyvalent et un peu fort partout, il réussira plus dans le monde professionnel qu'un joueur qui a des qualités propres, genre spécifiques? En fait, ça, franchement, pour moi, une qualité forte, ça veut dire qu'elle est au-dessus de la moyenne. De toute façon, pour réussir dans le football, il faut avoir une qualité forte pour réussir dans le foot. Tu peux pas être pour moi, c'est plus dur de réussir dans le foot si tu as, par exemple, 5 partout sur 10. 5 sur ton jeu de tête, 5 sur ton pied gauche, 5 sur ton pied droit. Alors que si, par exemple, tu as 5 sur 3 aspects et que tu as 9 sur un aspect, tu as plus de chances pour moi de jouer sur du haut niveau. Il faut avoir une qualité forte pour aller sur le haut niveau. Ouais. Après, c'est pas une vérité en soi, parce que regarde, aujourd'hui, je vais te citer un joueur, par exemple, Brandao. Je sais pas si tu te rappelles de Brandao. Bien sûr. Quelle est sa qualité forte? Pour moi, là, sa qualité forte, c'était son jeu de haut jeu. Son dos au jeu. Il a un très beau jeu de haut jeu, quand même. Tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Et, Son dos au jeu. et à un moment donné, en pro, si tu regardes bien, même en Ligue 1, si aujourd'hui on pourrait trouver les joueurs qui sont forts de haut jeu, on va pas en sortir beaucoup. C'est Hein. vrai. Et quand tu regardes les gens, quand tu leur parles de Brandao, ils vont te dire quoi? Ah, ils vont nul. dire il est pas bon. Ils vont dire Il est nul. Il est nul. Alors que Brandao, je pense que. Regarde, c'est comme Giroud. Tu as vu Olivier Giroud? Bien Je sûr. suis le premier, je ne vais pas me mentir, je suis le premier à le critiquer. Même à la Coupe du Monde, ouais, Giroud, vas-y. Mais Giroud, demain, je suis coach, c'est le premier mec que je mets sur la feuille de match. C'est le premier. Généreux, bon dos au jeu, capable de dévier les ballons, capable d'aller défendre quand il faut aller défendre, capable de faire du travail de sable, c'est-à-dire du travail d'usure qui va fatiguer la défense. Et généreux. C'est un joueur que n'importe quel coach voudra avoir. Mais c'est sûr que quand je vais au stade, je préfère voir Benzema que Giroud. Mais en tant que coach, Giroud, je joue direct. Ouais. Et là, j'aurais juste une question qui est très portée intellectuelle par rapport aux joueurs. Et toi, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Quels est pour toi les facteurs qui développent ou la méthodologie que tu devrais appliquer? Parce que le football, moi, de ce que je le vois comme des notes de musique. Tu dois jouer, tout le monde doit jouer la même note, tu vois, pour que ça fonctionne. Donc, la connectivité, en gros, le cerveau et les pieds, tout ce qui est en relation entre le cerveau, les yeux et les pieds, ça doit être très, très développé chez nos jeunes et en pro, c'est très, très développé. C'est pour ça que, voilà, les contrôles, l'orientation, le jeu, voilà. La connectivité, c'est important. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vois aujourd'hui qui se développe et tout le monde commence à travailler sur la connectivité ou aujourd'hui, voilà, c'est pas assez, comment dire, exploité? Je pense pas que tout le monde le fait parce que tu as vu ça. Si par exemple, toi, tu es coach, tu le mets à quel moment de ta séance? À l'échauffement, au milieu de la séance, à la fin de la séance. Il faut avoir le temps. Si t'es qu'à 2 séances, je pense pas qu'un coach il va se prendre la tête Non, de le bien faire. sûr, bien sûr. Ça, Donc déjà, il faut avoir football 3 poussé. séances. Il faut avoir le temps. Il faut connaître aussi, hein, parce que ça, c'est pas tout le monde qui fait. Après, si je me trompe pas, ça peut être aussi un jeu, par exemple, de couleurs. On est d'accord? Il y a 3 Oui, couleurs. bien sûr, c'est ça. Voilà. C'est ça. Moi, je sais que c'est un jeu que j'aime. C'est des jeux que j'aime bien faire. C'est des jeux que j'aime bien faire. Par exemple, je mets 4 coupelles de couleurs. Ils vont avoir un slalom. Ils vont avoir un slalom à faire. Et au dernier moment, je vais sortir la couleur. Tu vois? Et donc, c'est le premier qui va aller à la couleur et qui va revenir. Ou par exemple, ils vont faire leur circuit technique. Je vais avoir une coupelle de couleurs dans la main et je vais me mettre derrière eux et je vais lever la coupelle, tu vois. C'est-à-dire que c'est une prise d'info et vite aller à la coupelle. C'est des trucs que j'aime bien faire, tu vois, que je fais pas forcément souvent, tu vois. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important, tu vois. Ouais. Ouais, parce que généralement, en fait, en tant que footballeur, tu réponds à des situations. C'est des équations qui arrivent. Ouais, exactement. Un Ouais. espace qui s'ouvre, tu le vois, tu t'y engouffres.
autant dans une conduite de balle ou dans une passe dans l'intervalle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est pour ça exactement. que pour moi, l'aspect cerveau, yeux et pieds, l'œil et pieds, c'est très important, tu Ouais, vois. mais c'est clair. C'est Et, clair. Ouais. qu'est-ce que j'allais dire? Maintenant, j'aimerais qu'on parle. Attends, c'est quel genre de joueur? C'était quel genre de joueur à Torcy, Paul Pogba? C'est une question qui vient d'arriver. Pogba, franchement, c'était, tu sais, c'est le. Demain, tu sais, tu vois les équipes comme Torcy, PFC, Montfermeil. T'as vu, ils ont toujours un joueur élégant dont tu te dis, ah ouais, il est pas mal lui. Bah, c'était ce joueur-là. C'est pas le joueur auquel tu allais dire, hey, ça va devenir la superstar mondiale qu'il est actuellement. Celui qui dit ça, c'est un menteur, c'est faux. Il faisait partie des meilleurs de sa génération, mais c'était pas un crack non plus. Mais c'était un très bon joueur. Très élégant, assez longiligne, des facilités techniques, tu vois, une bonne frappe, une bonne qualité technique, une bonne vision de jeu. Mais jamais tu dis que ça deviendrait le joueur que c'est actuellement. Tu vois. Autant j'ai vu des joueurs auxquels je me suis dit, ah ouais, lui, il va faire mal plus tard, au final, qui n'a rien fait. Autant tu as Paul Pogba, auquel tu ne dirais pas que ça va devenir une superstar mondiale. Au final, c'est une superstar mondiale. Écoute, tu vois, là, on est sur du 1h30, c'est très bien. Tu vois, là, Mm. j'ai pas envie non plus de prendre toute ta soirée. Et, mais encore une fois, merci d'avoir Non, répondu. pas de souci, moi, c'est avec plaisir pour parler de football. Hein, moi. Ouais, mais c'est top. Après, moi, c'est aussi pour que, tu vois, comme il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la capacité de regarder un live trop Mm. longtemps, Non, non, c'est sûr. Ouais. je ne veux pas forcément Mm. en faire trop long, mais je mets toujours des petits résumés sur mes lives, comme tu as vu un petit peu Ouais. sur mon Insta. Et j'invite ceux qui aiment ce genre de contenu Ouais. à suivre la page et regarder un peu ce qu'on fait, parce qu'on fait vraiment énormément de live. Et j'ai deux questions qui arrivent. Aujourd'hui, c'est indissociable. Qu'on le veuille ou non, c'est indissociable, encore plus à Torcy. J'aimerais que tu nous parles de la relation que tu as pu voir ou même carrément expérimenter. La relation entre agent ou conseiller et coach. Parce que à Torcy, je pense que vu qu'il y a énormément de talent, tu as beaucoup d'agents qui viennent te voir ou tu as beaucoup de conseillers qui viennent te voir. Quel regard tu portes sur cette relation-là? Comment elle existe? Et qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bah, moi, je pense que maintenant, tout ce qui est agent et conseiller, ça fait partie du décor. On est obligé de s'adapter. Avant, il n'y avait pas tout ça. Avant, il n'y avait pas tout ça. Maintenant, il faut s'adapter. Ça fait partie du décor. Maintenant, il faut que chacun reste à sa place. Tu as vu? Il y a le coach, il y a l'agent. Tu ne peux pas mélanger les deux parce qu'à partir du moment où tu mélanges les deux, généralement, ça finit pas bien. Tu vois? Donc, moi, ça va. J'ai la chance d'avoir des bonnes relations. Généralement, souvent, les agents, surtout en ce moment, là, sur la région parisienne et tout, c'était des anciens coachs. Donc, la plupart. Donc, ça veut dire que c'est moi, en tout cas, personnellement, c'est des personnes avec qui j'ai de bonnes relations. Ça veut dire que, voilà, ils savent rester à leur place. Voilà. Après, c'est vrai que tu en as d'autres qui vont venir te casser la tête. Moi, je me rappelle une année, j'avais un joueur qui avait un agent et qui m'appelait parce qu'il ne comprenait pas pourquoi le petit jouait pas en 17 R1, tu vois. Il ne comprenait pas. Donc, après, moi, je lui ai expliqué. Mais après, c'est vrai qu'ils ont toujours resté à leur place. Ça veut dire qu'ils n'ont pas cherché à me mettre la pression, mais me faire comprendre que, voilà. Après, ils te lancent des messages subliminaux. Bon, après, il n'y a pas de souci. J'ai bien entendu ce que vous m'avez dit. Bon, si ça ne se passe pas bien, bah, il est ailleurs. Bah, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais après, ça va. Nous, à Torcy, on a rarement eu de soucis vraiment avec les agents, les conseillers. Ils savent rester à leur place quand même, tu vois. Généralement, les agents, ils font un peu plus quand ils sont sur des clubs, entre guillemets, un peu mineurs, qui sont un peu moins, entre guillemets, cotés. Parce qu'ils savent que là, demain, ils peuvent mettre la pression. Ah, moi, il va partir. Nous, à Torcy, tu veux partir, tu pars. Hein. Demain, il y en aura un autre. Hein. Que ce soit Torcy, Paris FC, Sarcelles, des joueurs, il y en a partout, tu vois. Donc, ils sont pas en position de force, tu vois. C'est top, tu m'as répondu à ma question. J'ai deux questions qui arrivent. Il y a un très très grand nombre de buts en Ligue 1 ou en Ligue 2 ou dans le football européen qui sont marqués sur des coups de pied arrêtés. Mm. Est-ce que toi, avec tes équipes, tu bosses les coups de pied arrêtés? Si oui, à quelle fréquence ou à quelle intensité? Bah, franchement, après, on n'a pas le temps, on n'a pas assez le temps de bosser les coups de pied arrêtés. Tu sais, à 3 séances, moi, bosser les coups de pied arrêtés, pour moi, c'est plus une perte de temps. On essaie de le. Moi, je sais quand je me rappelle, il y a 3 ans, on essaie de le faire en 17 R1. On le faisait, mais pour moi, les petits, ils sont pas assez rigoureux pour faire exactement ce qu'on demande sur le coup. Parce que pour marquer un coup de pied arrêté, c'est une synchronisation, un timing à avoir
parfait. Et moi, pour moi, les joueurs qu'on a, ils sont pas assez rigoureux. Pas forcément de leur faute. Quand tu le bosses qu'une fois, à un moment donné, tu peux pas l'acquérir à 100%. Si tu le bosses, par exemple, je sais pas, tu as 5 entraînements, tu le bosses 2 à 3 fois, bah ouais, tu vas plus avoir tendance à bien le faire. Mais pour moi, nous, en tant que club amateur, à 3 séances, c'est compliqué. Après, tu peux le faire. Tu as un semblant de réussite. Après, tu peux avoir de la chance. Mais moi, en tout cas, ça n'a jamais marché. J'ai rarement marqué des buts sur les coups de parité qu'on avait travaillé la veille. Ouais. Merci, Espérance de Rennes. À bientôt et j'espère que tu as bien aimé le live. Merci beaucoup. Qu'est-ce que j'allais te dire? Il y a une autre question qui vient. C'est bien parce que beaucoup de monde ont des questions pour toi. C'est top. Est-ce que pour toi, le football de jeunes, il est devenu un peu plus physique? Attends, c'est quoi? C'est le football de maintenant ne devient-il pas plus physique chez les jeunes? Ah, bah, c'est propre, surtout à la région parisienne. C'est vrai qu'il y a une dimension athlétique, mais en fait, il suffit juste d'aller en U13, en U14. En U13, des fois, tu peux voir un mec, il a mon gamme pratiquement, tu vois. Ça veut dire que il prend le ballon, surtout en U14, il prend le ballon, il suffit qu'ils soient un peu puissants. Il prend la balle du milieu de terrain, il accélère. Généralement, les gardiens à 14 ans, U14 sont encore formés. Il la met sous la barre, il marque. Et malheureusement, comment dire, j'arrive pas à trouver mes mots là. C'est néfaste pour certains joueurs qui vont être très forts techniquement, mais qui vont avoir un petit gabarit, qui vont être en déficit athlétique. Et malheureusement, bah, à chaque fois qu'ils vont avoir le ballon, bah, il y a le mec qui va venir les tamponner. Donc au final, ils vont avoir peur. Donc dès qu'ils vont avoir le ballon, la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont la donner. Ils Ouais, vont moins la porter, ils vont moins aller chercher de trouver des solutions, ils vont sécuriser, tu vois. Malheureusement, c'est le souci aussi qu'on a en Ile-de-France. En fait, on est tellement sur le résultat qu'on va privilégier un mec qui est déjà formé athlétiquement et on va le mettre sur le terrain parce qu'on a envie de gagner le match, tu vois. Alors que les clubs pro qui sont, bon, après pas tous, hein, il y en a qui vont pas être soumis au résultat, ils vont privilégier bah, le joueur qui est pas encore formé physiquement, mais on va le faire travailler. Et puis à un moment donné, physiquement, quand il va avoir son pic de croissance et qu'il va grandir, bah, il sera déjà prêt, tu vois. Ouais. Malheureusement, nous, on a des joueurs qui passent à côté aujourd'hui à la trappe à cause de la compétition qui est mise en place. Hein. C'est la Fédération française de foot. Hein. Ok, top. Et est-ce que tu as déjà entraîné une équipe nationale à Torcy? Non, j'ai jamais coaché une équipe. J'ai été adjoint sur une équipe nationale, mais j'ai jamais été coach. Après, on m'a proposé, mais ça m'a jamais dit quelque chose parce qu'en fait, c'est beaucoup de séances. C'est 4 séances, c'est des déplacements lointains et c'est pas un truc qui me fait kiffer. Ouais. Ok, top. Et est-ce que il y avait, voilà, c'est ça. Il y a la question. Tu préfères quel type d'entraînement? La durée, un entraînement long, ou la qualité? Court, Non, la mais avec qualité, beaucoup de. qualité, intensité. Moi, c'est quand on fait une séance, faut qu'il y ait à partir du moment où il y a de la qualité et de l'intensité, t'es bien. Parce que tu te retrouves en réalité de situation de match. Qualité, intensité. C'est magnifique. Merci beaucoup, Samy. Merci à toi, frérot. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Et Mehdi, est-ce que tu peux me réécrire ta question? Elle est un peu longue, s'il te plaît. J'ai du mal à lire, c'est tout petit. Bonne soirée à toi, Samy. Bonne soirée. Si t'aimes bien ce genre de live, on en fait souvent. Et t'inquiète, ça parle beaucoup foot ici. Donc, il n'y a pas de problème. Écoute, t'as vu, moi, je te dis la vérité, on a répondu à énormément de questions. Tu vois, il y avait la notion de stress. Je ne sais pas si tu veux qu'on revienne sur ça. Comment toi, tu gères la notion de stress? Et voilà, tu peux me donner ta méthodologie, toi, pour essayer de motiver ou atténuer le stress de ton groupe ou pas? Quand vous jouez Bon, contre une grosse équipe ou un truc comme ça. c'est surtout pour les petits, en fait. Sur les grands, le stress, ça va, ils arrivent plus ou moins à le gérer. C'est plus sur les petits, parce que moi, j'ai fait pas mal de tournois internationaux. Tu vois, des tournois avec Dortmund, Manchester, le PSG. C'est vrai que quand tu es toxique, tu arrives et qu'à côté de toi, tu as la Juventus, ben, le petit qui n'a pas eu l'habitude de faire ces types de tournois-là, il est impressionné, tu vois. Donc, Mhm. leur faire comprendre, moi, j'essaie de minimiser. C'est-à-dire leur faire comprendre que c'est des enfants comme vous. Et avant tout, c'est prendre du plaisir parce que c'est peut-être une fois dans ta vie que tu vas jouer ces équipes-là. Tout ce que je veux, moi, à la fin, c'est que tu n'aies pas de regrets. Le seul truc qui peut te casser la tête, c'est à la fin du match, tu te diras, ah ouais, en fait, on aurait pu les battre, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, et de pas t'inhiber. Voilà. Moi, j'essaie de les déstresser, de les stimuler pour qu'après, sur le terrain, ils soient pas pris par l'enjeu. Parce que être pris par l'enjeu, des fois, ça te,
ça te tue. Et il n'y a rien de plus frustrant d'avoir un groupe de qualité dont tu sais qu'ils sont capables d'aller battre n'importe qui. Et parce qu'en face, ils sont inhibés, bah, ils ne jouent pas. Il n'y a rien de plus frustrant. Ouais. C'est super important ce que tu Ouais. dis. Est-ce que, Emaël qui te pose la question, est-ce que entraîner en centre de formation, ça pourrait Bah, en fait, on m'a déjà posé la question plusieurs fois. Et moi, en fait, j'ai des amis qui entraînent en centre et qui ont entraîné en centre. Et en fait, par les retours qu'ils me donnent, ça me donne pas envie. Ça me donne pas envie. Parce que déjà, c'est par rapport à la sécurité au poste. Moi, aujourd'hui, j'habite en région parisienne, je travaille en région parisienne. Euh, c'est vrai que j'ai des opportunités, mais prendre le risque d'aller demain, je sais pas, dans un club professionnel, il suffit que la direction change. Hein. Tu regardes, il y a des clubs, la direction change. Généralement, c'est tout le staff qui change. Tu vois, par exemple, là, je sais que par exemple, au Paris Saint-Germain, là, par exemple, c'est Pochettino qui a repris. L'année prochaine, la moitié des coachs vont être remerciés, tu vois. Donc, ça veut dire que, en fait, c'est être un peu nomade. Tu es là, demain, tu sais pas où tu vas être. La direction, elle change. Tu n'es même pas jugé par tes compétences. En fait, c'est par rapport à ce qui va arriver. Si c'est un club où il y a de la sérénité, de la pérennité, tu peux rester 4-5 ans. Mais regarde bien, il n'y a jamais un coach qui fait plus de 4 ou 5 ans dans un club. À part vraiment, c'est rare. C'est vraiment des cas Donc exceptionnels. toi, c'est l'instabilité du poste qui Il y a l'instabilité. Et puis, voilà, j'ai eu un très bon pote qui était dans 2 très bons clubs, qui m'a expliqué un peu comment ça s'est passé. Ça me donne pas envie. Franchement, si demain je suis dans un club professionnel, c'est vraiment que j'aurais eu des garanties sur tout, quoi. Et ça, c'est compliqué d'avoir des garanties. Il faut être Ah non, il faut être, Mourinho faut être Pep Guardiola. pas. Faut être Pep Voilà. Guardiola. Ouais. Et il y a une question, Mais, peut-être que c'est une question personnelle. Mm. D'un ami, il t'a dit plutôt FC Dubaï ou FC Marrakech? C'est fait ça à Djama, ça, non? Ouais. Je vois pas les questions, hein, mais je suis sûr que c'était lui. Les deux, dis-lui les deux. Il a dit les deux. Bah là, il a la réponse depuis. Il a demandé tout à l'heure. Je me suis dit, je vais te la poser, tu vois. Et tu vois, je vois beaucoup de messages. On a beaucoup appris, super live, super échange. C'est On a gentil. beaucoup appris grâce à toi. Ça fait plaisir. Tu vois, donc c'est vraiment intéressant, tu vois. Ça fait plaisir. Donc franchement, c'est top, tu vois. Merci pour la réponse, coach. Tu vois, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Non, c'est gentil, ça fait plaisir. Ah, il y en a d'autres qui arrivent, attends. C'est quoi l'Achille, c'était. Je crois que je sais pas si je t'ai trompé. L'Achille cet été. Donc peut-être que. Là, t'aurais pas dû la poser, faut pas. Je sais pas, j'ai pas C'est compris. qui a posé cette question, c'est qui? C'est El Matador. C'est mon futur club, la Chine. Tu vois, je l'ai posé. Tu vois, comme ça, vous n'allez pas dire que je pose pas les questions. Après, il y a une question là qui arrive, elle est pas mal. C'est est-ce que Mama, tu peux nous dévoiler le secret de ton succès? Franchement, il n'y a pas de. Je sais même pas quoi te répondre. Il n'y a pas de secret. Et franchement, il y a pas de secret. Je sais même pas quoi te répondre. J'ai pas de. Moi, je suis un mec instinctif. Après, j'essaie de rester le plus lucide possible sur tous les choix que je fais. Sur l'apprentissage, j'essaie de donner le maximum que je peux donner. Mais après, il n'y a pas de secret. Après, moi, c'est vrai que je suis quelqu'un de vrai, de franc, peut-être un peu trop franc à certains moments. Ça m'a déjà joué des tours aussi. Mais après, je préfère être voilà, comme ça. J'ai été élevé comme ça, j'ai des principes. Et je suis comme ça, quoi. Après, c'est peut-être ça aussi que les gens aiment des gens vrais. C'est bien parce que ça se perd. Donc, voilà. Pas de souci. Et il y a une question qui te dit est-ce que tu as déjà eu un joueur de la réserve qui a signé en centre? Ouais. Pas mal. D'ailleurs, moi, le plus souvent, les joueurs qui aujourd'hui sont professionnels, c'est beaucoup de joueurs qui jouaient dans des équipes réserves. Hein. Franchement, c'est beaucoup de joueurs qui n'étaient pas forcément les meilleurs à leur âge et qui aujourd'hui sont professionnels. Hein. Moi, j'ai un exemple. Je me rappelle par exemple Boubacar Fofana, là, qui était à Lyon. À Monaco? Qui était, non, à Lyon. À Lyon. Boubacar Fofana, génération 98, génération Alexis Claude Maurice, qui a fait Clairefontaine, a sorti de Clairefontaine, qui n'avait pas de club. Pas de club à la sortie de Clairefontaine. Et au dernier moment, il réussit à trouver un club, Bastia. Il fait 1 an à Bastia. Au final, Bastia ne le garde pas. En plus, une année très difficile parce à Bastia, ils lui ont fait jouer avec la réserve. La réserve là-bas, en Corse, c'était un métis. Il a eu des problèmes il a été confronté au racisme, tu vois.
Donc il est revenu, il aurait pu arrêter, il n'a pas arrêté, il est venu. Moi, je me rappelle à cette époque-là, j'avais les U18, il fait la saison avec moi, j'avais la Il revient R3. à Torcy? Il revient à Torcy. Il revient à Torcy. Pour les nationaux, au final, il joue même pas en nationaux. Il fait la saison avec moi en R3. Tu te rends compte, en R3. Wow. Alors que le mec, il était à Clairefontaine, il était quand même à Bastia au niveau, c'était niveau national. En plus, c'était la génération, il était à Clairefontaine avec Mbappé, Claude Maurice, etc. Il se retrouve à Torcy. Et c'est un garçon qui aurait pu lâcher mentalement, surtout qu'il a eu des coups durs. Moi, je me rappelle avec lui d'avoir eu des conversations où, voilà, mentalement, c'est très dur pour un garçon qui se sent de centre, qui revient à Torcy, qui n'a même pas joué en équipe 1. Et au final, il n'a pas lâché. Et dans la génération, moi, je me rappelle, hein, en plus, on avait une grosse équipe en nationaux à cette époque-là. Bah, c'est le seul qui est sorti, alors qu'il a dû faire 2 matchs en nationaux. C'est le seul qui est sorti, qui est professionnel aujourd'hui, alors qu'il y en a qui étaient des meilleurs joueurs en nationaux à Torcy. Je me rappelle, en plus, à cette époque-là, ils avaient fait une bonne épopée en Gambardella, tu vois. Et c'est le seul qui est sorti. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui n'a pas lâché. Mentalement, il a été fort. Et aujourd'hui, il est au Servette de Genève. Là. Il est au Servette, Servette de Genève. Ouais. Ouais. Mais Donc, j'ai une question parce que j'ai l'impression, en entendant tous les exemples que tu donnes, que tu es très proche des petits, tu vois. Tu es très proche d'eux, tu es comme limite un grand frère. Comment? ouais, non, c'est vrai, parce que j'ai toujours gardé de très bons contacts avec. Souvent, on dit que les joueurs sont pas reconnaissants des coachs qu'ils ont eu. Moi, je vais pas te mentir, j'ai de la chance aujourd'hui d'avoir des joueurs qui sont reconnaissants de pas forcément ce que j'ai fait pour eux, parce qu'en fait, moi, c'est pas moi aujourd'hui qui ai fait signer un petit en professionnel. Il a eu un coach avant moi, il a eu un coach après moi. C'est tous les coachs qu'il a eu. Après, c'est vrai qu'ils ont toujours un coach avec lequel ils ont eu un peu plus de facilité ou qui les a marqués, tu vois. Mais après, j'espère que les relations qu'ils ont avec moi, ils l'ont aussi avec les autres, parce que c'est important d'avoir quand même une relation avec un coach qui t'a quand même permis d'atteindre tes objectifs. Mais c'est vrai que j'ai une bonne relation avec tous les joueurs, même avec lesquels dont ça s'est pas très bien passé, parce que ça s'est pas très bien passé avec tous les joueurs. Il y a des joueurs avec qui j'ai eu des clashs, mais aujourd'hui, quand je les revois, ben, ça me fait plaisir moi de voir que voilà, ils savent que j'ai fait ça aussi, c'était pour eux, pour leur bien, tu vois. Mais j'ai de la chance d'avoir de très bonnes relations aujourd'hui avec des joueurs qui sont professionnels, qui n'auraient même pas le temps normalement de parler même avec moi, mais qui prennent le temps de m'appeler, de prendre des nouvelles. Et puis, en fait, c'est la plus belle des reconnaissances en vrai. Ouais, c'est la plus belle des reconnaissances. Écoute, tu vois, regarde, là, on est sur 1h40. Le truc, c'est que j'ai pas envie que les gens qui vont cliquer sur le live vont dire oh, 1h40, comment je vais faire ça? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ce que je propose aux gens qui sont là, si toi tu veux ou si toi tu as le temps, et c'est toi qui nous dis, parce que je t'ai dit, voilà, merci encore d'avoir accepté. Non, pas de soucis, c'est avec plaisir. C'est que soit je relance un autre live et voilà, on fait des questions-réponses. Vas-y, y a pas de soucis. Mais Y a pas de t'as vu, soucis. celui-là, je vais le couper parce qu'il y a tellement Y a pas de problème. qualité que Ouais. j'ai pas envie que celui qui clique, il voit 1h40, il dit ouais, Ouais, je veux pas, tu vois. Il n'y a pas de souci. Y a pas de souci. Donc, Ouais. juste ceux qui veulent revenir, il n'y a pas de problème. On va pouvoir faire plein de trucs, parler de plein de sujets, même faire un débrief, faire monter les gens si vous voulez. Il n'y a aucun souci. Mais je veux vraiment couper juste là parce que quand ils vont voir le décompte de la vidéo, là, ils vont tous suivre. Y a pas de souci. Allez, à tout de suite, à tout de À suite. tout de suite. Allez, merci. Ouais.